novembre, et comme je vous l'ai dit, je ne ferai pas cours ce mardi 3 décembre, et donc pour remplacer ce cours que je ne ferai pas, je vais faire cette vidéo aujourd'hui, et vous pourrez retrouver bien sûr les transparences sur le pays du cours. D'abord, une mauvaise nouvelle, c'est que j'ai fait cours évidemment mardi dernier, et ce mardi, j'ai fait une vidéo qui est présente sur la chaîne YouTube que vous pouvez retrouver, mais malheureusement, je viens d'écraser les diapositives que j'avais annotées, et donc elles ne sont plus disponibles, elles ne seront pas disponibles, il n'y a que les diapositives vierges qui sont disponibles. Donc je vous invite à regarder la vidéo, à tenter de reconstituer à partir de cette vidéo évidemment ce que j'ai fait en cours, au moins il y a cette trace qui existe. Je reprends un petit peu à un endroit où on s'était arrêté, en fait on s'était arrêté un petit peu après, mais je préfère reprendre le fil de cette manière-là. On a étudié dans ce chapitre d'abord les caractéristiques de tendance centrale, donc le mode, la moyenne, la médiane, et maintenant on va réfléchir à l'hétérogénéité dans l'échantillon, à la dispersion précisément des variables individuelles, les caractéristiques individuelles, autour de cette moyenne. Et donc voilà, quel est l'écart en fait, quel est l'écart à la tendance centrale? Est-ce qu'il y a beaucoup d'hétérogénéité, beaucoup d'homogénéité dans l'échantillon? Et on va voir donc ces notions d'étendue, d'écart type, d'écart absolu moyen, d'intervalle et de rapport interquantile. Commençons par la notion d'étendue, hein. La notion d'étendue, elle est facile à comprendre. On a regardé les notes de l'interrogation écrite, on a vu que la meilleure note était de 19,5, la moins bonne note était de 0, et donc l'étendue, c'est juste l'écart qu'il y a entre 19,5 et 0, c'est-à-dire oui, l'étendue, la distance qui sépare les deux extrêmes. C'est toujours intéressant pour tracer un histogramme, c'est même indispensable de le faire quand on veut le tracer pour repérer un peu les données, mais ça n'a peut-être pas forcément beaucoup d'intérêt au-delà, puisque on voit bien que les deux valeurs maximum et minimum sont situées dans ce qu'on appelle les queues de la distribution. Donc est-ce qu'il s'agit d'outliers, de points aberrants, qui ne fournissent pas d'informations sur le phénomène, donc dans ce cas-là ça serait anecdotique, ou au contraire est-ce que c'est intéressant? Pour l'interrogation écrite, c'est intéressant de voir que il y a un étudiant qui s'est approché de la note maximale. C'est quand même un signe que l'interro était peut-être faisable, donc ça a une signification. Bon, pas broder là-dessus, mais de manière générale, en économie ou dans la vie sociale, quelquefois des événements qu'on appelle des événements extrêmes jouent un rôle important dans l'histoire. Et donc, il faut les surveiller, il faut les regarder, il faut tenter de les caractériser en quelque sorte et de les comprendre aussi, hein. Donc, c'est l'idée de Black Swan, de signe noir, euh, la survenance d'un tremblement de terre, d'un tsunami, un effondrement boursier, la faillite d'une banque, etc. Ça peut être des valeurs extrêmes qui sont situées dans la distribution, mais qui ont des conséquences considérables sur la société, et donc c'est important aussi que les politiques publiques s'en préoccupent. Bon, je ne vais pas broder davantage là-dessus. Quand on cherche à mesurer l'écart à la moyenne, puisque c'est ça qu'on essaie de faire, en fait, il faut trouver une manière de mesurer la distance entre la variable et sa moyenne. Et je peux essayer de représenter les choses de l'immersion. Vous voyez, ici, je considère une certaine valeur d'une variable, qui est la variable x. Ok, donc ça c'est la variable x, elle est ici, hein, elle peut prendre des valeurs sur cet intervalle-là. Ici, il y a sa moyenne, x bar, d'accord. Et puis, on peut voir deux manières de mesurer. Vous voyez ici, vous pouvez mettre x bar moins 1, voilà, ça c'est x bar moins 1. Là, vous pouvez mettre x bar plus 1 de part et d'autre, hein, de x bar. Vous pouvez voir deux manières de mesurer la distance. La manière la plus simple, c'est de dire, bah voilà, la distance qui sépare x bar de x bar moins 1, c'est 1, qui sépare x bar plus 1, c'est également 1. Et donc, cette manière de faire, elle débouche, elle est simplement, si vous utilisez la notion la plus élémentaire de distance, vous allez prendre comme distance l'écart en valeur absolue. Donc, prendre l'écart en valeur absolue, c'est prendre, en fait, je peux le tracer ici, hein, c'est prendre cette fonction, voilà, c'est d'un côté de droite à 45 degrés qui part, de manière symétrique autour de la valeur, et ceci n'est rien d'autre que, bien sûr, que la distance en valeur absolue. Donc voilà, je l'ai tracé ici. Bon, bah, elle augmente proportionnellement à la distance qui sépare aussi sur l'autre axe. Mais il y a aussi une autre manière de faire qui est de regarder l'écart ou la distance quadratique. Ça peut paraître un peu bizarre, pourquoi aller chercher une notion aussi complexe de la distance? On va voir que ça joue un rôle et surtout ça permet de calculer ce qu'on appelle la variance et l'écart type, ce qui sont des notions assez faciles à manipuler. C'est pour ça que on s'intéresse en fait le plus souvent à cet écart ou distance quadratique. Vous avez compris que quand on cherche une distance ou un écart quadratique, je le mets en rouge ici, en fait, bien sûr, on va prendre quelque chose qui est x au carré, et x au carré, c'est quoi? C'est juste une parabole. C'est juste une parabole en termes de graphique, en termes de fonction. D'accord? C'est ça la fonction au carré.
la fonction au carré. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette distance quadratique que l'on prend, vous voyez qu'elle est inférieure à la distance absolue lorsque on est situé à moins de 1, et elle est supérieure lorsqu'on est situé à plus de 1. Donc, considéré comme mesure de la distance une distance quadratique, ça met plus de poids sur les valeurs éloignées de la moyenne. C'est ce que je souligne ici, hein, d'accord? Donc il faut garder ça un petit peu en tête, parce que précisément le premier indicateur, l'indicateur principal de dispersion qu'on va avoir, c'est la variance, et la variance, c'est une moyenne des écarts quadratiques. C'est ce que je fais tout de suite. C'est quoi la variance? La variance, c'est tout simplement la moyenne arithmétique des carrés des écarts à la moyenne. Donc c'est l'écart quadratique moyen. Donc là, il y a deux manières de le calculer, toujours, hein. Soit vous le calculez à partir de la population totale, vous avez les notes de tous les étudiants, vous connaissez la moyenne obtenue par les étudiants qui est de 7,1, et pour chaque étudiant, vous calculez la distance qu'il sépare de la moyenne et vous la mettez au carré, donc une distance quadratique, et vous prenez la moyenne de ces écarts pour obtenir cette variance. De manière alternative, si vous disposez d'un histogramme, on l'avait vu aussi, la même formule pour la moyenne, toujours deux manières de calculer la moyenne, hein. Si vous disposez d'un histogramme, alors un histogramme qui peut être un histogramme exhaustif, lorsqu'on mesure au demi-point près les notes des étudiants, vous pouvez regrouper les étudiants par classe homogène de notes, comptabiliser la fréquence de chacune des classes, ou les effectifs dans chacune des classes, et calculer ensuite, via éventuellement un SUMPROD sur Excel, et bah simplement la moyenne pondérée par les fréquences de cet écart quadratique considéré à l'intérieur de chacune des sous-classes. Si la sous-classe est large, ce que vous pouvez prendre, c'est prendre évidemment ici, ça peut être la modalité de la sous-classe. Ça peut être le cas si on est en exhaustif et qu'on est au demi-point près, c'est ce qu'on avait à l'interrogation écrite. Ou si on fait des regroupements par classe, dans ce cas-là, il faut prendre le centre de la classe ou quelque chose qui est représentatif de la classe. Donc ça, c'est les deux manières de faire que l'on a déjà vu pour la moyenne, donc il n'y a aucune surprise par rapport à ça. On peut regarder ce qui se passe pour l'interrogation écrite. Donc évidemment, on a les deux manières de calculer ça, hein. Donc soit directement à partir de toutes les observations, soit à partir de l'histogramme. Si on utilise l'histogramme exhaustif, les deux manières sont totalement équivalentes et il n'y a aucune raison de les distinguer. Donc je propose de faire un petit détour par Excel. Si vous faites un petit détour par Excel, vous allez sur Excel et vous voyez que vous pouvez calculer un indicateur ici qui est la variance. Je l'indique là, hein, vous voyez, je me balade là. Et en fait, pour calculer cette variance, il y a une formule Excel. La formule Excel, c'est, je vais le refaire à la main pour que vous en soyez plus convaincus. Donc c'est une formule, je mets un égal, je tape var, et là il me propose des formules Excel, et vous voyez, celle-là, var pn, elle calcule la variance d'une population entière, ignore les valeurs logiques et le texte de la population. En gros, s'il y a des valeurs qui sont manquantes, elle fait comme si elle n'existait pas. Donc c'est le truc dont j'ai besoin. Mes notes sont ici, elles vont de D2 à D1006, puisque j'ai 1005 étudiants, D2, D1006. Donc je rentre la formule, je rentre et j'obtiens cette variance qui est de 10,94. Donc voilà le renseignement qu'on a sur la variance. Évidemment, j'ai calculé ici la variance pour la totalité des étudiants. On le verra un petit peu plus loin, on peut calculer des variances sur des sous-populations, c'est-à-dire sur ceux qui ont passé par exemple l'interro A, le sujet A, et ceux qui ont passé le sujet B, exactement comme on l'avait fait pour la moyenne. Donc voilà, là on a calculé la variance exacte directement à partir de l'ensemble des observations. Et on a trouvé 10, me semble-t-il, si je n'ai pas oublié, c'est 10,84. Alors 10,84 quoi? J'allais dire, les notes elles vont de 0 à 20, on a une moyenne à l'écart, une moyenne de l'écart à la moyenne, rappelez-vous que la moyenne est autour de 7,1 qui vaut 10,84. Le problème, c'est bien sûr, c'est que comme on a calculé une moyenne du carré des écarts, vous voyez bien que ça fait grossir cette moyenne de manière un peu artificielle parce que simplement elle est au carré. Donc un étudiant qui se trouve à 2 points de la moyenne, et donc, qui a 9,1 ou qui a 5,1 de l'autre côté, son écart à la moyenne c'est 4 puisque c'est un écart quadratique. Donc le problème de la variance, c'est que la variance, elle est exprimée dans une unité qui n'est pas l'unité dans laquelle on mesure le phénomène, mais en fait son carré. Donc on va revenir après, et c'est pour ça qu'on définit la notion d'écart type. Je vais d'abord commencer par donner quelques propriétés de la variance.
D'abord, la variance, elle est tout le temps positive ou nulle, parce que c'est une moyenne de carrés. Les carrés sont toujours positifs ou nuls. Une moyenne de carrés est positif ou nul. Ensuite, il y a une autre propriété, c'est que lorsque la variance est nulle, puisqu'il ne peut y avoir aucune compensation entre les variables, puisque ça nous donne tout le temps quelque chose de positif, la seule raison pour laquelle on a une variance nulle, c'est que toutes les variables soient au même niveau, soient totalement homogènes. Donc, lorsque la variance est nulle, ça signifie que pour tous les individus, la note obtenue est la même, et bien sûr, la note obtenue, c'est la note moyenne par définition, puisque dans ce cas-là, la note qui est obtenue par tout le monde, c'est bien la moyenne. Donc, une variance nulle implique l'homogénéité des individus, des unités dans la population. Et plus la variance est grande, plus il y a de dispersion, éventuellement relativement à la moyenne. On va revenir ensuite, après, à cette notion. Il y a une deuxième propriété qui est vraiment très importante de la variance et que je vais documenter maintenant par une petite démonstration mathématique. D'abord, j'ai commencé par une phrase qui est peut-être un peu compliquée à comprendre ou à dire, mais qu'en fait vous allez comprendre ensuite. J'ai dit la variance, c'est la moyenne du carré des écarts à la moyenne. C'est ça la variance. C'est la moyenne du carré des écarts à la moyenne. La variance, c'est la moyenne des écarts quadratiques à la moyenne arithmétique. La moyenne du carré des écarts à la moyenne. Mais la variance, c'est aussi la différence, attention, entre la moyenne du carré des valeurs, ce qu'on appelle la moyenne quadratique, et le carré de la moyenne. Donc la variance, c'est à la fois la moyenne du carré des écarts et la différence, ou l'écart, entre la moyenne des carrés et le carré de la moyenne. Et donc ça, c'est une propriété qui est très importante. Comment aboutit-on à ce résultat-là? Partons de la définition de la variance, typiquement sous cette forme avec les fréquences. Ça ne change pas grand-chose de considérer l'une ou des deux autres formules avec les observations et les fréquences ont le même résultat. Vous voyez qu'on peut considérer cette quantité-là, et cette quantité-là, on peut lui appliquer un développement limité. A moins B au carré, c'est A carré plus B carré moins 2AB. D'accord? Vous avez cette identité remarquable. Donc je développe ici, dans cette somme, alors le signe somme est toujours un petit peu compliqué à manipuler, mais je développe juste cet élément et je le mets là. Donc ça me fait quoi? Ça me fait xi au carré, plus x bar est la moyenne, le tout au carré, moins 2 fois xi x bar, exactement la formule que j'ai là-haut. Et puis ensuite, je peux distribuer le signe somme sur les différents éléments qui composent ce qui est à l'intérieur de cette parenthèse ou de cette accolade. Donc j'ai un premier terme qui est le somme des fi xi carré, voilà, qui vient simplement de la combinaison de ça et de ça. J'ai ensuite un deuxième terme qui est la somme des fi x bar au carré, qui vient de la combinaison de ce terme-là et de ce terme-là. Et puis ensuite, j'ai un terme qui est la somme des fi de xi x bar, avec un moins qui est devant. Mais vous voyez que comme le x bar ou le 2 sont communs, en fait, le 2 et le x bar, je peux les sortir du signe somme. Je peux les factoriser devant. Donc voilà, ce point qui est important. Si je regarde ces termes un par un, le premier terme, c'est quoi? La somme des fi xi carré, c'est exactement ce que j'appelle la moyenne des carrés. D'accord? C'est la moyenne des carrés de la variable. Donc c'est la moyenne quadratique. Et puis, ce terme-là, le somme de fi x bar au carré, le x bar au carré aussi, je peux le mettre devant. Je peux le faire passer devant. Et x bar au carré, c'est le carré de la moyenne. Et attention, la somme des fi, par définition, c'est indiqué là en bas, hein, la somme des fi par définition est égale à 1. Somme des fi est égale à 1. Donc ça veut dire que, en fait, ce terme-là, ici, tout ce terme-là, est égal à x bar au carré. Et puis, regardons le dernier terme. Le dernier terme, c'est moins 2x bar, somme des fi xi. La somme des fi xi, c'est exactement ce qu'on appelle x bar. D'accord? Donc en fait, ce dernier terme, c'est moins 2x bar au carré. Donc, au total, la variance, c'est égal à la somme des fi multiplié par xi carré, moins x bar au carré. Donc la variance est non seulement la moyenne du carré des écarts, mais c'est aussi l'écart entre la moyenne des carrés et le carré de la moyenne, ce qui est quand même une formule assez intéressante. On peut aussi la réécrire de cette manière-là. Je pense que c'est une bonne manière de voir. Bien sûr, si la variance, c'est la différence entre la moyenne quadratique et le carré de la moyenne, vous voyez que la moyenne quadratique, ce n'est rien d'autre que la variance plus le carré de la moyenne. Donc, pourquoi c'est intéressant de dire ça ou de faire ça?
Parce que quand vous cherchez à calculer la moyenne, la variance, pardon, vous cherchez à calculer la variance, vous pouvez utiliser l'une ou l'autre des deux formules. Et vous voyez que au lieu de calculer le carré de la moyenne, le carré de l'écart pour chaque individu, et ensuite de faire la moyenne, c'est souvent plus simple de considérer la moyenne des carrés des notes, et puis de lui retirer la moyenne au carré. C'est une opération qui est plus rapide à faire. Et donc du coup, on aime bien, quand on manipule les données, utiliser plutôt cette formule. J'y reviendrai peut-être un petit peu plus loin. Donc, elle a aussi un intérêt, cette formule. C'est que si vous comprenez ça, vous voyez que la variance, fondamentalement, c'est quelque chose qui concerne des écarts au carré, en fait. Hein. Donc, à la fois la moyenne des carrés, si vous prenez des moyennes de carrés d'euros, c'est exprimé en euros au carré, en quelque sorte. Hein. Donc, c'est comme si vous prenez des surfaces qui sont exprimées en mètres carrés, et c'est pas la même chose, c'est pas la même unité. Et puis le x bar au carré est aussi exprimé en euros au carré. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on trouve ici, pour nos notes, une variance de 10,84, en fait, cette variance de 10,84, elle est exprimée en carré des notes. Et donc, si on veut lui donner une signification, il faut peut-être prendre son écart type pour, en quelque sorte, la remettre à l'échelle. C'est exactement ça, la remettre à l'échelle. Et c'est là qu'on voit apparaître cette notion de écart type. Qu'est-ce que l'écart type? L'écart type, c'est tout simplement la racine carrée de la variance. C'est simplement la racine carrée de la variance. Et donc c'est une manière de remettre à l'échelle la variance. Sur Excel, vous voyez, ici on avait trouvé une variance de 10,84 me semble-t-il. Donc l'écart type, ça sera simplement la racine de 10,84. Comment vous pouvez le calculer sur Excel? Et donc je vais regarder ce qui se passe pour notre interrogation écrite. Vous voyez que vous pouvez soit, excusez-moi, c'était 10,94 et pas 10,84, soit vous pouvez prendre la racine de 10,94, je peux le mettre là, je sais pas, je peux le mettre là, d'accord? Rappelez-vous sur Excel pour calculer une racine, vous pouvez soit le prendre à la puissance 1/2, soit prendre la fonction racine, vous mettez racine de i13 et vous obtenez la variable. Et vous voyez que vous trouvez 3,30. Vous pouvez aussi, vous avez fait ça de cette manière-là, vous pouvez aussi utiliser la fonction écart type de Excel. Vous voyez qu'il y a une option écart type standard de Excel. Donc si vous prenez l'écart type standard de Excel de D2 jusqu'à D1005, d'accord, c'est ce qu'on a, c'est 1006 me semble-t-il, excusez-moi, c'est 1006, ce sont les notes, d'accord, vous allez obtenir quasiment le même résultat. Le résultat est un petit peu différent, ça serait un petit peu long à vous expliquer parce que on ne divise pas exactement par la même chose quand on fait ce type d'estimation, mais vous voyez que jusqu'à troisième chiffre après la virgule, c'est le même résultat. Hein. Donc s'ils sont un petit peu différents, ça s'explique par quelque chose qui est un petit peu compliqué à vous expliquer sur Excel, mais ça ne change franchement pas grand-chose. J'ai mis en dessous, c'est quoi ces 3,30? Ces 3,30, c'est l'écart moyen qui sépare les individus, la racine en fait la racine de la variance. Donc c'est l'écart qui sépare les individus de la moyenne. Mais en fait, attention, prendre la racine de la moyenne du carré des écarts, c'est pas la même chose que prendre la moyenne des écarts en valeur absolue. Excel nous propose aussi de prendre une autre mesure de dispersion qui repose non pas sur la moyenne quadratique, mais sur l'écart moyen. Donc, elle est juste en dessous. Là, vous voyez, j'ai calculé l'écart moyen D2, D1006. Et cet écart moyen, ici, il est inférieur. Il est inférieur parce que c'est toujours la différence qu'il y a, je l'ai montré tout à l'heure, entre la fonction valeur absolue et la fonction parabole, qui a cette forme-là. Et donc, c'est ce qui explique que les deux sont différents. Donc, c'est ce que j'explique aussi dans le transparent que vous avez là, dans le transparent, excusez-moi, le transparent qui est là, d'accord. L'écart type est mesuré dans la même unité que la variable. Il s'agit bien d'un écart moyen à la tendance centrale, on peut le dire de cette manière-là, donc ça veut dire quelque chose, 3,30, mais c'est un écart moyen basé sur une mesure quadratique de distance. Donc, un petit peu compliqué, c'est un peu compliqué, notamment parce que quand vous faites la racine des moyennes
des écarts, et ben vous montrez très facilement que c'est quelque chose qui est différent de la moyenne des racines des écarts au carré, qui serait, et la racine des écarts au carré, c'est rien d'autre que la valeur absolue, donc vous pouvez montrer que les deux sont différents. Euh, donc il y a une différence entre ce qu'on appelle l'écart type et l'écart absolu moyen, voilà, qui serait peut-être une notion plus intuitive, mais qui en fait se prête moins bien au calcul. Et c'est la raison pour laquelle les statisticiens préfèrent résumer en termes de variance et d'écart type, mais Excel vous permet aussi de calculer l'écart absolu moyen. Voilà. Ok, c'est ce que je mets là, hein. L'écart absolu moyen, c'est cette formule-là. Ça paraît plus intuitif, exactement. Ça donne le même poids aux valeurs proches qu'aux valeurs éloignées de la moyenne, d'une certaine manière, hein. C'est un peu le truc de la différence entre une parabole et puis ces deux courbes-là. On peut montrer que l'écart type est toujours supérieur à l'écart absolu moyen, c'est un résultat général. Et si on utilise davantage l'écart type que l'écart absolu moyen, c'est à cause d'un résultat, peut-être que ça va vous surprendre, mais c'est à cause d'un résultat qui est connu comme étant le résultat de Pythagore, qui vous explique que quand vous avez fait un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse, c'est le carré de l'opposé plus le carré de l'adjacent. Et donc vous avez ce résultat-là de, de Pythagore. Voilà, vous avez le point A, le point B et le point C, d'accord. Et vous pouvez montrer que AB au carré, le résultat de Pythagore, c'est bien de montrer ça, que AB au carré c'est égal à AC au carré plus CB au carré. Et c'est la raison pour laquelle on aime bien raisonner en termes de variance, parce que ça va nous permettre de faire des décompositions. C'est un petit point sur lequel je vais revenir assez vite. Alors, il y a une notion qui peut être intéressante, c'est voilà, à partir de quel moment dit-on que il y a beaucoup de dispersion dans la série ou pas. En fait, est-ce que 3, on avait trouvé 3 de dispersion, me semble-t-il, enfin, d'écart type, est-ce que 3 c'est fort ou pas? Et qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus si on devait comparer des coefficients de variation de différentes distributions? Une manière de faire, c'est de rescaler, c'est d'avoir une mesure relative qui compare l'écart type à la valeur moyenne, sachant que les deux sont exprimés dans la même mesure. D'accord. Donc une manière de mesurer la dispersion relative, c'est d'utiliser un coefficient qu'on appelle un coefficient de variation, et le coefficient de variation, c'est simplement le ratio entre l'écart type et la moyenne. Et évidemment, c'est un nombre sans dimension, puisque les deux sont mesurés dans le même type d'unité. Donc si vous observez pour l'interrogation écrite, la moyenne, elle était autour de 7,1, l'écart type est autour de 3, quelque chose, et donc le coefficient de variation est de 0,46. Donc là aussi, Excel nous permet de le calculer. Vous voyez, Excel nous permet de calculer. Le coefficient de variation peut être calculé à partir d'Excel en faisant, ce ratio entre les deux. Ok. De la même manière, typiquement, voilà, regardez, on avait aussi utilisé une distribution en moins qui était l'ancienneté dans le logement. L'écart type de l'ancienneté dans le logement, c'était 13,3 années. En tout cas, on peut le mesurer. L'ancienneté moyenne, c'est 14,7, et donc le coefficient de variation est de 0,905, c'est-à-dire de 90,5%. Donc c'est vrai que, éventuellement, comme c'est un nombre sans dimension, un coefficient de variation, on peut toujours l'exprimer en pourcent. C'est quelque chose qui peut se justifier de cette manière-là. Je fais une petite synthèse, finalement. D'ailleurs, c'est une synthèse qui résulte d'un fichier Excel qui vous est disponible. Vous voyez, ici, j'ai construit la distribution des notes pour l'interrogation écrite. D'accord. Donc, et puis, j'en ai profité pour comparer deux distributions sur le sujet A et le sujet B. Alors, normalement, il ne devrait pas y avoir trop de différence entre le sujet A et le sujet B si les choses ont été bien faites. Bon, c'est en fait le cas, hein. J'ai déjà rappelé, il y a 1005 étudiants qui ont passé les interros, on a 52%, 48%, etc. On a regardé les mines et les max de chacune des séries, donc ça c'est une note minimale, une note maximale. On a regardé les moyennes, alors effectivement le sujet A est un petit peu mieux réussi. Les médianes, on a repéré l'étudiant qui est exactement au milieu de l'échantillon, c'est tout le temps 7 pour les deux cas. On a vu ces notions d'étendue, hein, qui sont les paramètres les bornes, l'écart entre les deux bornes. On a calculé la variance, vous voyez qu'il y a un petit peu plus de dispersion, il y a un petit peu plus de dispersion pour A, d'accord, mais vous voyez aussi que comme la moyenne est un peu plus élevée, c'est relativement normal qu'il y ait plus de dispersion, d'une certaine manière, relativement à la moyenne.
Et ça, précisément, c'est ce que va mesurer le coefficient de variation. Vous voyez, le coefficient de variation, bon, en fait, il est sensiblement identique dans les deux cas, et puis vous pouvez aussi le calculer, évidemment, sur le total. Vous avez l'écart type, et puis vous avez l'écart absolu. Donc je vais calculer l'intégralité de ça. Vous pouvez le retrouver sur le fichier Excel. Vous voyez que sur ce fichier Excel, il y a un second onglet qui est résultat ordonné. Alors, dans ce résultat ordonné, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris les données et je les ai regroupées d'abord par groupe. Et vous voyez que du coup, de la variable de la case C2, D2, pardon, jusqu'à D480, c'est le groupe A, d'accord? Et puis ensuite, c'est le groupe B, je les ai regroupés par groupe, d'accord? Et ensuite, c'est le groupe B, d'accord? Qui sont de la case 485 ou 486 jusqu'à la fin, jusqu'à 1000 et quelques. Et donc, j'ai pu, de cette manière-là, calculer, vous voyez, à chaque fois, vous pouvez regarder les formules, vérifier qu'elles sont justes. Hein. Vous voyez, j'ai calculé la moyenne en faisant une moyenne conditionnelle au fait d'être dans A et dans B. J'ai calculé la médiane en utilisant l'option médiane de Excel, d'accord? Donc vous voyez, Excel fait un travail correct. J'ai calculé l'étendue en utilisant le min, qui est aussi une fonction Excel avec le max, ça marchait. J'ai calculé la variance pour les deux sous-populations, et puis l'écart type, l'écart absolu en faisant ce qu'il appelle l'écart moyen sur Excel, et le coefficient de variation en faisant le ratio entre l'écart type et la moyenne pris pour chacun des échantillons. Peut-être il y a juste un petit quelque chose que je dois vous noter, hein, de vous expliquer, c'est n'oubliez pas que il est toujours possible sur Excel de classer les données, d'accord? Pour classer les données, vous mettez en surbrillance la zone dans laquelle vous voulez classer, d'accord? Voilà, vous mettez tout en surbrillance. Donc vous classez toutes ces données jusqu'à la donnée 1005, vous voyez, c'est des cases D2 jusqu'à D1006. Vous allez dans l'onglet Données, et là, vous voyez, vous avez trié. Et en fait, dans trier, il vous explique comment vous voulez les trier. Donc, voilà, mes données ont des en-têtes. Donc là, en mettant mes données ont des en-têtes, ça lui permet de repérer, vous voyez, quelles sont les en-têtes. Donc, les en-têtes apparaissent, c'est numéro de notification, groupe et note. Et ensuite, il me propose certaines manières de trier les données. Donc, qu'est-ce que j'ai demandé? Moi, j'ai demandé d'abord de les trier par groupe, pour avoir A puis B. Et puis, à l'intérieur de ce groupe, après, j'ai demandé à trier par note. C'est pour ça que les notes vont du plus petit au plus grand. Et puis, par numéro d'identification. D'accord? Donc, c'est comme ça que je suis parvenu ici à trier les données. Évidemment, si je change quelque chose, bah, ça change tout. Hein, d'accord? Donc, dans mon calcul de moyenne, j'ai ordonné les données préalablement pour bien calculer les moyennes en question. Donc ne pas oublier d'utiliser éventuellement ce tri automatique ici qui apparaît par ordre alphabétique ou pas lorsque vous mettez une zone en surbrillance et que vous cliquez sur données. Donc voilà, ça c'est fait. Donc je peux revenir à ce que j'ai fait. Alors, il y a une notion qui est intéressante, qui est la notion de décomposition de variance et qui permet aussi de comprendre pourquoi on a utilisé cette notion de variance. Et je l'ai dit, ça nous renvoie au théorème de Pythagore. Finalement, vous voyez que très souvent, vous vous retrouvez à analyser la distribution dans une population et cette population peut être classée en sous-population. Il y a des étudiants qui ont passé l'interro A et des étudiants qui ont placé l'interro B. Vous avez des étudiants qui sont inscrits dans certains groupes de TD ou d'autres dans d'autres groupes. Donc, vous pouvez répartir la population totale en sous-populations, en hommes, en femmes, et donc, voilà, scinder la population de cette manière-là. Et pour les moyennes, on a une propriété qui est très claire, j'espère qu'elle est très claire pour tout le monde, c'est que quand vous scindez la population en deux parties, hein, de manière exhaustive, bah, la moyenne totale de la population, c'est quoi? C'est la moyenne des moyennes parmi les sous-populations, bien sûr, en tenant compte très simplement de la taille de chacune de ces sous-populations. Donc, quand vous faites une moyenne, simplement vous additionnez et vous divisez par le nombre d'individus. Maintenant, si vous regroupez en sous-population, vous pouvez calculer une moyenne sur une sous-population, et puis ensuite, en faisant la moyenne de ces moyennes, en tenant compte de la taille de chacune de ces populations, vous obtenez
une moyenne, d'accord? Donc, si vous voulez avoir la moyenne des notes obtenues par les étudiants, vous pouvez soit le faire directement en considérant pas les groupes de TD, soit vous pouvez prendre les moyennes de chacun des groupes de TD, pondérer ces moyennes par la taille des groupes de TD, par la taille des groupes de TD, et puis calculer la moyenne de ces moyennes, obtenir une moyenne. La question, c'est est-ce qu'on peut faire la même chose pour la variance? Est-ce qu'on peut réussir à décomposer la variance, s'il y a de l'hétérogénéité? Est-ce que la variance totale dans une population, elle provient davantage de la variance, de la dispersion que l'on a à l'intérieur de chacun des sous-groupes, ou est-ce qu'elle provient davantage de la dispersion qu'on a parmi les sous-groupes? C'est la différence entre ce qu'on appelle une variance intragroupe. La variance intragroupe, c'est celle qu'on a à l'intérieur de chacun des sous-groupes. Et puis la variance intergroupe, c'est-à-dire la variance entre groupes, les différences qu'il y a entre groupes. Donc ici, par exemple, c'est pas une question très pertinente pour l'interro A, pour le groupe A et le groupe B, pour l'interro, parce qu'on peut penser que, et j'espère que c'est bien le cas, que il n'y a pas d'inégalité liée au fait de passer dans le groupe A et dans le groupe B, mais est-ce que la variance qu'on observe, la dispersion des notes qu'on observe, est-ce qu'elle est davantage liée à la dispersion qu'on observe à l'intérieur de chacun des groupes, groupe A et groupe B, ou est-ce qu'elle est liée au contraire à l'inverse, en quelque sorte, à la variance intergroupe, c'est-à-dire la différence qu'il y a entre le groupe A et le groupe B en termes de moyenne. Et on a une propriété qui est impressionnante, qu'on peut énoncer de la manière suivante, c'est que la variance, en fait, la variance totale de la population, la variance totale d'une population, donc la variance totale sur toutes les copies des étudiants, c'est tout simplement la moyenne des variances dans chacun des groupes, donc la moyenne parmi les groupes des variances à l'intérieur des groupes, plus la moyenne des variances, plus la variance de la moyenne, la variance des moyennes, la manière dont les moyennes varient entre les groupes. Et bien sûr, la moyenne des variances, c'est ce qu'on appelle la variance intra, c'est la variance intra, c'est celle qui se réalise en moyenne à l'intérieur de chacun des groupes, et la variance entre les groupes, c'est ce qu'on appelle la variance inter, comme intergroupe. Et la variance totale, c'est la variance intra, plus la variance inter. Et ça, c'est une très jolie propriété, parce qu'elle vous montre d'où vient l'hétérogénéité. Est-ce que l'hétérogénéité, elle se situe davantage à l'intérieur des groupes, ou est-ce qu'elle se situe plutôt entre les groupes, d'accord? Donc c'est ça la question qui est posée. Peut-être qu'il nous faut comprendre mathématiquement d'où vient cette propriété. D'abord, oui, je donne le résultat, hein, c'est que, évidemment, dans ce que je viens de dire, il faut considérer à chaque fois et pondérer par la taille de chacun des sous-groupes en question. Vous voyez, ce que je dis, c'est que la variance globale, c'est la moyenne des variances. Donc, on a deux groupes, ici c'est le groupe 1 et le groupe 2, d'accord? Il y a deux groupes, il y a 1 et 2, bon, ça sera A et B pour l'interro, hein, on a deux sous-populations, ça peut marcher avec 3, 4, etc. L'important c'est que, évidemment, on considère une manière complète de séparer la population sans aucun recouvrement. Donc la variance, c'est d'abord la moyenne des variances, c'est ce qui est indiqué là, d'accord? Et c'est la moyenne des variances du groupe 1 qui est V1 et du groupe 2 qui est V2, d'accord? Mais attention, en tenant compte à chaque fois des effectifs de chacun des groupes, c'est une moyenne pondérée par la taille des groupes. Et puis ensuite, de manière spectaculaire, c'est la moyenne, c'est aussi plus la variance de la moyenne, plus la variance de la moyenne. Donc c'est quoi la variance de la moyenne? C'est considérer la variance de la moyenne de chacun des sous-groupes par rapport à la moyenne totale, d'accord? Tout ceci aussi en pondérant par le poids de chacun des sous-groupes. Donc ça, c'est la dispersion qui existe à l'intérieur des sous-populations, en moyenne, c'est ce qu'on appelle la variance intra, et ce qui est à côté, c'est ce qui concerne la variance interpopulation. Voilà pour ce résultat assez remarquable. Peut-être que une manière simple de le comprendre, c'est, voilà, je peux essayer de le faire et de le démontrer ici, je vais tenter de vous le démontrer. C'est quoi la variance? La variance, j'ai expliqué, il y a deux manières de calculer la variance. On va considérer, donc, on a un nombre n d'individus, on a un nombre n d'individus, et pour calculer la variance, on va considérer tous les individus de 1 à n, et on va calculer xi moins x bar au carré. Et ce qu'on avait vu, on a vu un résultat remarquable, c'est que aussi, ceci est aussi égal à la moyenne quadratique de i égale à 1 à n, moins le carré de la moyenne, moins x bar
au carré. D'accord? Donc ça, c'était le résultat qu'on avait vu. Et donc, ça nous donne quelque chose qui est très important. C'est une formule qu'on a déjà vue. C'est que 1 sur n somme des xi au carré, donc la moyenne quadratique de i égale 1 à n pour la population totale, c'est aussi la variance totale plus x bar au carré. D'accord? On a ce résultat-là qu'on a déjà illustré. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est que, évidemment, on peut scinder ça pour chacun des, sous-groupes. Imaginez que vous avez deux sous-groupes. Donc vous avez un premier groupe qui est un groupe de taille N1. On va considérer le groupe 1. Ce groupe 1, bah, vous pouvez calculer aussi la formule suivante. Hein. Vous pouvez calculer la moyenne quadratique des individus qui composent ce sous-groupe. Donc c'est pour I appartenant au groupe 1, d'accord? Donc c'est tous les individus du groupe 1, ils sont N1 a priori. Vous pouvez calculer la moyenne quadratique parmi ces individus. Et cette moyenne quadratique, elle est simplement égale à V1 plus x bar 1 au carré, exactement de la même manière. De la même manière, vous pouvez considérer maintenant le groupe 2, qui lui a une taille N2, avec N1 plus N2 est égal à N, et vous voyez que la somme de 1 à N2 de I appartenant au groupe 2 cette fois, de xi au carré, c'est égal à V2 plus x bar au carré. Donc voilà, ça c'est les deux résultats, et bien sûr, pour qu'il y ait un recouvrement, il faut que N1 plus N2 soit exactement égal à N, évidemment, c'est un point qui est fondamental. Donc ensuite, vous pouvez simplement voir que c'est quoi la somme des xi au carré? La somme des xi au carré pour toute la population, c'est simplement N multiplié par V plus x bar au carré, d'accord? Je tire de là. Mais en même temps, ce somme de I égale 1 à N des xi au carré, c'est bien l'addition de la somme des xi au carré pour le groupe 1 et de la somme des xi au carré pour le groupe 2, puisque si vous regroupez le groupe 1 et 2, et ben vous regroupez l'intégralité de la population. Donc cette somme ici, qui est calculée sur tous les individus, vous pouvez la calculer d'abord sur les individus du groupe 1, d'accord? Donc ça c'est la somme des I égale I pour les I appartenant au groupe 1 des xi au carré, et donc ça c'est exactement égal à N1 V1 plus x1 bar au carré, voilà. Et puis ensuite vous avez le second groupe, la somme de I pour le groupe 2 des xi au carré, c'est égal à N2 multiplié par V2 plus x bar 2 plus x bar 2 au carré. Excusez-moi, ici j'ai oublié le carré. Et bah voilà, on a terminé notre démonstration, parce que si vous regardez maintenant les choses, vous voyez quoi? Vous voyez que V plus x bar au carré, c'est égal à quoi? C'est égal à, bah, vous faites passer le n de l'autre côté, vous avez un premier terme qui est n1 sur n V1, plus un deuxième terme qui est n2 sur n V2, voilà. Et puis ensuite, vous avez un terme qui est n1 sur n x1 bar au carré, plus n2 sur n x2 bar au carré. Et si vous regroupez, vous retrouvez ici ce que j'ai appelé, c'est ce qu'on appelle ça, c'est la moyenne des variances. Moyenne des variances, attention, donc attention, elle est bien pondérée par la taille respective de chacun des groupes. Et puis si vous faites passer le x bar de l'autre côté, vous voyez que la quantité que vous avez ici, alors je ne peux pas le faire ici parce que c'est un petit peu, si je l'écris, j'ai plus de place sur mon transparent. Si je fais passer ce x bar qui est ici et que je fais passer de l'autre côté, vous voyez que le terme qui apparaît là, c'est quoi? C'est simplement, c'est la moyenne quadratique des moyennes, la moyenne quadratique des moyennes, d'accord? C'est moins le carré de la moyenne. Et donc, vous retrouvez ce terme qui est simplement la variance des moyennes, qui est simplement la variance des moyennes. Et donc ça achève la démonstration, et c'est la raison pour laquelle, effectivement, la variance totale, c'est la variance des moyennes plus la moyenne des variances, et ça permet de décomposer entre une composante moyenne des variances qui est la composante intra, et puis la variance des moyennes qui est la composante intergroupe. Je crois que j'ai fait cette démonstration ici de manière un petit peu plus formelle, donc vous pouvez la retrouver là. Hein. Il faut tout le temps partir de cette définition, j'ai déjà indiqué cette formule-là, d'accord. Vous pouvez le faire en décomposant
dans chacune des populations. Donc n'oubliez pas que le groupe 1, la population 1, et union la population 2, c'est égal à P, et que P1 inter P2, c'est égal à l'ensemble vide. Hein. Il n'y a pas de recouvrement entre les deux sous-populations, et si vous additionnez les deux sous-populations, vous avez la population tout entière. Donc évidemment, la somme des xi, c'est bien la somme des xi au carré sur chacune des sous-populations. On en déduit ça, c'est ce que j'ai écrit là, d'accord. Ce que vous savez aussi, c'est que du coup, on trouve ce résultat-là, c'est bien le résultat auquel j'ai abouti. Et là, vous retrouvez bien sûr, c'est ce qui va donner lieu à la moyenne des variances, et ça, c'est ce qui va donner lieu à la variance des moyennes. Et c'est comme ça qu'on obtient ce résultat remarquable, qui vous explique, qui vous permet d'obtenir ça. D'accord. Donc, notez bien que, effectivement, hein, le deuxième terme ici, ce deuxième terme-là, d'accord, qui est la variance des moyennes, je l'ai obtenu aussi, il est aussi égal, rappelez-vous la formule que je vais démontrer pour les variances, il est aussi égal à la moyenne quadratique des moyennes au carré, enfin la moyenne des moyennes quadratiques, d'accord, donc ça fait ça, moins quelque chose qui est le carré de la moyenne, et ce carré de la moyenne, c'est aussi, bien sûr, c'est exactement ce carré de la moyenne, il est exactement égal à n1 sur n x bar 1 au carré, plus n2 sur n x bar 2 au carré. Donc on obtient évidemment ce résultat tout à fait remarquable. Voilà. En fait, il est égal à ça, le tout au carré. D'accord. Le tout au carré. Voilà. D'accord. Donc, c'est là où je dis qu'il y a un espèce de théorème de Pythagore. C'est que si vous considérez la variance totale, elle est ici, d'accord. Donc la variance totale, c'est sigma au carré, si on reste dans le terme d'écart-type. Vous voyez que ceci correspond à un écart-type, c'est des quantités positives à chaque fois, hein, c'est la moyenne des variances, donc c'est un mot positif. La variance de la moyenne, c'est aussi positif. Et donc vous avez une décomposition à chaque fois du sigma entre le sigma intra et le sigma inter. On peut l'illustrer sur la distinction ici entre les salaires des hommes et des femmes, d'accord. Voilà. Dans quelle mesure, on nous donne ce tableau-là, on nous pose la question suivante, dans quelle mesure la dispersion des salaires moyens sur l'ensemble des salariés s'explique-t-elle par ces écarts de salaire hommes-femmes. Vous pouvez calculer la variance des salaires des hommes, Alors, je le fais ici en faisant quoi? En faisant, vous voyez que on va prendre, alors ici on ne voit pas la colonne E, mais ce qu'on doit considérer, c'est, on va considérer quoi? On va considérer, vous avez B3, B7, donc ça, B3, la colonne B c'est ici, hein, ça c'est C, ça c'est 2, ça c'est E, et ça c'est F, d'accord? C'est comme ça que ça marche, on ne les voit pas sur Excel ici. Comment va-t-on calculer la variance du salaire des hommes? On peut utiliser la fameuse formule qui me dit que la variance, c'est la moyenne de la variable quadratique. Et vous voyez que la moyenne, elle est ici, d'accord? Donc ça, c'est le salaire des différentes catégories d'hommes. Donc c'est le vecteur B3, B7, d'accord? Et si vous voulez le prendre au carré, en fait, ce qu'on peut faire, c'est faire un somme prod avec lui-même. C'est-à-dire, si vous faites somme prod B3, B7, B3, B7, vous allez prendre le carré. Et en fait, la fonction SUMPROD, vous pouvez l'utiliser de cette manière-là. Si vous prenez E3, E7, ici vous avez les pondérations de chacune des sous-catégories. Et si vous mettez deux fois B3 et B7, vous ne faites rien d'autre que la moyenne quadratique. Si vous lui retirez B8 au carré, B8 c'est logiquement le salaire moyen, c'est bien ça, vous obtenez cette variance. De la même manière, vous pouvez calculer la variance pour les femmes en faisant la somme des F3, F7, donc tenant compte de la structure, et puis en le combinant avec quoi? Avec C3, C7, et vous le prenez deux fois pour que ce soit bien une moyenne quadratique, c'est-à-dire la moyenne au carré pour calculer une variance. Vous lui retirez la moyenne au carré, et vous obtenez une variance en question. Donc vous pouvez ensuite calculer la moyenne des variances. Cette moyenne des variances doit tenir compte
du poids des hommes dans la main-d'œuvre totale. Ce poids des hommes, c'est 0,634, d'accord? Donc je fais une moyenne des variances en tenant compte de cette pondération. Donc je mets 0,634 ici, multiplié par ce que j'ai trouvé, 62,90, pas 60, plus 25,86, et je trouve une moyenne des variances qui est de 49,33. C'est la variance intragroupe. Les hétérogénéités de salaire que vous avez parmi les hommes, les hétérogénéités de salaire que vous avez parmi les femmes, en moyenne, en tenant compte de la dimension de chacun des groupes. Et puis, ensuite, vous pouvez calculer la variance des salaires entre les groupes. Comment vous faites? Vous regardez simplement, vous avez le salaire moyen des hommes, il est ici, c'est 0,3, le salaire moyen des femmes, et vous avez le salaire moyen de la population totale, la part des hommes et des femmes, et vous calculez une moyenne, des écarts à la moyenne, comme on le fait habituellement. Et donc, sachant que chacun des groupes représente 63,4% d'hommes et puis 36,6% de femmes, vous calculez ça et vous obtenez 1,34. Et si vous additionnez ces deux quantités, vous avez cette variance-là, ce résultat-là, d'accord? Vous voyez, si vous les additionnez, et ben en fait, ça vous donne la dispersion totale parmi tous les individus qui composent la société, quel que soit le sexe, homme ou femme. Et ce que vous voyez, c'est que, ici, c'est le résultat qu'on obtient, c'est que la moyenne totale, la variance totale, elle est de 50,67, d'accord? Elle se divise entre une variance qui provient à l'intérieur des groupes, qui est située à l'intérieur de chacun des groupes, et une variance ensuite entre les salaires des hommes et des femmes, c'est le 1,34, et donc vous avez cette décomposition ici. Et donc, vous pouvez dire la chose suivante, hein, finalement, s'il y a 100% de variance, ici, 50,67 au total parmi les salaires, vous avez une proportion qui est de 97%, qui vient de disparité à l'intérieur des groupes, et non pas de disparité entre les groupes. Non pas de disparité entre les groupes. Donc c'est une conclusion qui est intéressante de ce point de vue-là. On peut faire la même chose. On peut faire la même chose avec l'interrogation écrite. Alors c'est certainement moins pertinent, mais finalement on a une interrogation qui a été passée par 1005 étudiants. Enfin, c'est le note que j'ai à ce stade. On a deux groupes A. On a un groupe A avec 484 étudiants, un groupe B avec 521. Et on peut se demander si la dispersion qu'on observe, d'où elle vient. Est-ce qu'elle vient davantage de ce qui se passe à l'intérieur de chacune des catégories, à l'intérieur de A et de B, ou de disparité entre les catégories. Vous voyez bien que si la disparité elle était forte entre les catégories, ça poserait un problème de justice entre les étudiants. Et donc, quelque part, le résultat auquel on s'attend, c'est que la très grosse partie de la variance provient de ce qui se passe à l'intérieur de chacune des catégories et non pas entre les catégories. J'ai fait ce calcul, on va le voir sur le fichier Excel. La variance totale était de 10,94, on l'a déjà calculé. J'ai calculé la variance intra, qui est simplement la moyenne des variances en tenant compte du poids de chacun des effectifs. Donc n'oubliez pas qu'il y a un petit peu moins d'étudiants qui ont passé A que B, donc il faut bien tenir compte de ces pondérations qui sont différentes par groupe. Et puis la variance inter, c'est celle qui est en fait la variance des moyennes, qui est relativement réduite, parce que comme vous l'avez vu, l'écart en fait de moyenne entre les deux groupes est très très limité. Et je peux, donc évidemment les deux vont sommer à 10,94, c'est exactement mon résultat, hein, c'est le théorème de Pythagore. Alors, évidemment, c'est pas les bonnes proportions, mais ici vous avez bien 10,94, et là vous avez 10,93, 739, d'accord, donc c'est évidemment très proche, et puis là vous avez 0,0584, et bien sûr que tout ça est tout petit, d'accord, et donc ça c'est bien la décomposition qu'on a. Vous voyez que donc, de manière très très massive, plus de 99,95% de la variance provient de disparité à l'intérieur des groupes et pas entre les groupes, et heureusement que c'est le cas, sinon bien sûr il y aurait eu une forme d'injustice entre les étudiants. Juste un instant pour montrer ce que ça donne sur notre Excel, d'accord. Donc je l'ai fait ici, d'accord, c'est ce que j'ai fait là. Peut-être regarder comment je l'ai fait. Variance totale, bah, c'est la variance D2 2006, hein, je l'ai déjà fait. La variance intra, comment je l'ai fait? Bah, pour faire la variance intra, il a fallu que je prenne la moyenne des variances. Attention, cette moyenne des variances, dans les deux sous-populations, doit être pondérée par la taille. Comment je l'ai fait? J'ai pris en fait la somme prod de quoi? Là, j'ai les deux variances, donc je dois faire la moyenne de ces deux variances. Mais attention, je dois les pondérer par les fréquences. C'est pour ça que je fais une somme prod de G6H6, d'accord, donc qui exprime la structure là, et de G12H12. J'obtiens ceci. La variance inter, c'est quoi?
La variance inter, c'est un petit peu plus compliqué. C'est la moyenne, c'est la variance des moyennes. Donc les moyennes, elles sont ici, hein, c'est ces deux moyennes-là, d'accord? Donc ces moyennes, il faut faire attention parce que ces moyennes, elles sont, bon, on les a calculées. Les deux populations n'ont pas, n'ont pas la même taille. Donc ce que je propose de faire pour calculer cette variance des moyennes, c'est d'abord de calculer la moyenne quadratique. Donc c'est ce que je fais typiquement en faisant mon SUMPROD. Vous voyez, je fais un SUMPROD impliquant deux fois G9H9. Ça me permet d'avoir le carré en fait. Et évidemment, je le pondère par quoi? Par mon G6H6 qui me donne la répartition des deux sous-populations. Et puis si je veux calculer une variance, il faut que je lui soustrais la moyenne au carré. La moyenne au carré globale, c'est I9, puisque c'est la moyenne, c'est le X bar au carré. J'obtiens exactement ça, et puis j'obtiens donc cette mesure qui est là. D'accord. Si je le somme tous les deux, bah, je peux aller chercher plein de chiffres après la virgule. Je pourrais rajouter des chiffres après la virgule. Et bien sûr que si mon résultat est juste, ça va donner exactement la même chose. Et bien sûr, ça donne exactement la même chose. D'accord. C'est pas une approximation, c'est un résultat qui est totalement juste. Vous voyez que c'est exactement la même chose. D'accord. Donc on ne s'est pas trompé dans le calcul et notre démonstration était la bonne. Et ensuite, je peux prendre bien sûr les proportions simplement en décomposant la variance, en une composante inter et une composante intra. Donc je suis arrivé à cette conclusion intéressante. Vous voyez qu'en dessous, précisément, j'ai fait un autre petit calcul dans lequel je calculais le calcul de la variance, puisque je n'ai pas parlé de ce morceau-là, donc j'en profite. J'avais dit, quand on calcule la variance, on a deux manières de le faire. Soit on peut le faire de manière directe, hein, c'est la fameuse formule variance PND2 de 2006, où j'ai considéré la population. Soit je peux faire la moyenne des carrés. Regardez comment je calcule la moyenne des carrés. Moyenne des carrés, j'ai fait la somme prod de D2 de 2006 et je l'ai divisé par la population totale. La population totale, c'est 1005, c'est la case 5. Ça, c'est la moyenne des carrés. J'ai utilisé somme prod pour le faire. Le carré de la moyenne, c'est le carré de la moyenne. Et si je fais la différence entre les deux, bah, je trouve ça, d'accord. Et là aussi, on a une égalité parfaite entre les deux, puisque c'est quelque chose qu'on a démontré, c'est un résultat mathématique, et donc il n'y a pas de lézard ou de piège derrière tout ça. Voilà pour mes décompositions de variance. Alors, autant vous dire que la question de la composition de variance est une question bon, voilà, intéressante. En même temps, c'est peut-être pas un point prioritaire du programme. On définira ou pas avec mes collègues si ceci est bien au programme ou pas, mais j'ai pensé que c'était important de vous en parler parce que ça nous explique aussi pourquoi on a développé cette histoire de distance quadratique. On n'aurait pas pu faire les mêmes calculs en prenant des distances absolues. On n'est pas capable de décomposer des écarts absolus moyens, et alors qu'on est capable de le faire pour des écarts types ou pour des variances. C'est pour ça qu'on le fait au carré. Et donc c'est une jolie propriété qui est utile. Intervalle et rapport interquantile. Donc on avance un petit peu. Hein. Le quantile, c'est quoi? C'est la caractéristique de position. C'est la même nature que la médiane. En fait, imaginez que dans la médiane, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait partagé les étudiants en deux sous-ensembles on avait nos 1005 étudiants, et puis on avait pris 1005 étudiants, et on avait dit, bah, finalement, on peut les partager en un groupe qui va de 1 à 502, et puis on a le 503e étudiant qu'on appelle l'étudiant médian, et puis on va aller jusqu'à 1005 comme ça, et donc on a 50% des deux côtés. Bon, ce type de raisonnement, on peut aussi le faire, évidemment, pas simplement avec 50%, mais on peut le faire avec des quartiles, avec 25%, 75%, ou des déciles, 10%, etc. Donc si vous cherchez le quartile, bah, dans cet exemple-là, ça consisterait à prendre la première moitié, les 502 étudiants qui sont là, et les diviser encore par deux, d'accord? Diviser encore par deux. Et donc le quartile, dans ma distribution, c'est quoi? Vous voyez, 502, bah, ça fait 251 étudiants. Le quartile, ce qui correspondrait à 25, c'est quoi? C'est F de Q. F de Q1, le quartile 1, c'est la note obtenue par l'étudiant qui serait l'étudiant numéro 251, qui serait l'étudiant numéro 251, ou l'étudiant numéro 250. D'accord. Donc, par le 251e, si on a classé les notes de la plus faible à la plus forte, bah, évidemment ensuite c'est 503. Et puis de l'autre côté, bah, on refait la même chose, on fait 503 plus 251, et on obtient le quartile d'ordre 3 qui est simplement la note obtenue par l'étudiant qui est à la place, bah, la somme des deux, donc ça fait 754. Donc voilà comment on a calculé ça. D'accord. Donc bah, on peut regarder ce que ça donne en fait.
voyez, sur ma distribution, vous avez compris que le quartile de l'ordre 2, bah, voilà, maintenant on ne distribue plus en deux sous-ensembles de taille égale, mais en quatre, d'accord. Et donc le premier quartile, c'est les premiers 25%, puis de 25 à 50, et puis le dernier, c'est ça. Donc ça nous permet de regarder trois caractéristiques qui sont Q1, Q2 et Q1, Q2 et Q3. On peut tout de suite le voir sur l'interro, ça c'est facile à comprendre. Il me semble que sur l'interro, on a ici l'ensemble des résultats des étudiants, voilà, l'ensemble des étudiants des résultats. Donc rappelez-vous, on va regarder ici, ça on les a ordonnés de 1 jusqu'à 1005. Le premier quartile, on a dit qu'il était à 251, me semble-t-il, hein, d'accord. Donc 251 ou 250, là on a un problème de divisibilité parce que c'est un nombre 502 est un nombre pair, mais bon, voilà, on va regarder ce que ça donne de toute façon. Donc on descend à 251, et ce que vous observez, c'est quoi? Le premier quartile, d'après ma définition, bah, c'est 5, d'accord. Donc le premier quartile, c'est 5, donc je le note quelque part. Q1, c'est 5. Q2, bah, on l'avait vu, Q2, c'est celui qui correspond au 503e étudiant. Donc Q2, on avait bien vu que Q2, c'était 7, hein, on l'avait déjà vu, c'est ce qu'on appelle la médiane. Et puis ensuite, c'est 251 plus 503, donc ça fait 754. On peut regarder le résultat obtenu par le 754e étudiant en admettant qu'on ait des classements dans ce sens-là. Et vous voyez que c'est 9, d'accord. Donc bah, c'est pas mal, hein, on a quelque chose d'assez symétrique. D'abord, on observe que bah, c'est pareil, hein, il y a des masses qui sont positionnées autour de 7, de 9, etc. Et donc il n'y a pas d'ambiguïté sur ça. Donc on a défini les quartiles ici pour notre distribution des notes. Donc je le note peut-être là. Pour la note IE1, bah 251, il a sa note c'est 5, 503, sa note c'est 7, et Q3 c'est 9, d'accord. Donc ici, Q1 est égal à 5, Q2, la médiane, c'est la médiane, ça correspond à 50%, Q2 c'est 7, et puis Q3 c'est 9. Donc voilà comment dans ma distribution on a défini tout ça. Ok. Alors, on peut aussi l'illustrer d'une autre manière. Je le mets là, hein, c'est ce qu'on vient de faire ici, hein. Voilà, c'est pas. On peut prendre. Ça, c'est la distribution cumulée des étudiants à l'interro. N'oubliez pas que le problème, c'est que ici, dans ce dessin, on a relié chacun des points par un segment de droite. Donc, je peux tracer cette distribution cumulée, le f de x. Donc, c'est le nombre d'individus qui ont obtenu une note inférieure à un certain niveau petit x, d'accord. Donc, on va regrouper les gens. 25%, bah, il suffit de tracer la droite horizontale qui part de 25%, de regarder à quel niveau ça correspond, d'accord. Donc c'est à peu près 5. Bon, voilà, bah, c'est le résultat que j'ai vu dans le fichier, donc je ne suis pas étonné. Le seul problème, c'est que vous voyez que entre 4,5 et 5, bah, il y a plein de gens, donc comme on les a reliés par un point, on ne voit pas que tous ces gens-là, ils ont 5 en fait, hein. Et de la même manière, ici, c'est 7, on avait déjà discuté de cette question pour la médiane, et puis là-haut, c'est 9, et donc ça correspond bien à ce que je voulais faire. Si on peut peut-être un peu raffiner ça et en discuter davantage, voilà, donc ça c'est les quartiles. On pourrait bien sûr le faire par décile, donc on va pas, voilà, on a le premier décile, c'est les 10% le plus haut, le dernier décile, soit 90%, donc on en a 10, on a 9 déciles, des 1, des 2 jusqu'à des 9, hein, et puis des 10, c'est la note maximale. Le cinquième décile, c'est la médiane, bien sûr, puisque 10, 20, 30, 40, 50%. On pourrait le faire aussi par centile, et cette fois par percentile. Cette fois, on définirait des centiles, 1%, 2%, 99%. Vous savez qu'il y a un thème aujourd'hui qui est important, c'est dans la question de l'inégalité de richesse ou des super riches, c'est de regarder précisément ce que signifie d'être dans les 99% les plus riches, donc à quel niveau de revenus ou plutôt de patrimoine ça correspond. Donc il peut y avoir un intérêt à regarder aussi les points extrêmes dans ces cas-là. Et vous voyez que plus on en ajoute, finalement, plus on en est précis, plus on est précis dans la distribution dans la description de la distribution. N'oubliez pas que notre idée, c'est de définir des indicateurs. Donc évidemment, on veut extraire des informations de la distribution. Si on mesure très très précisément les centiles, etc., et puis à la fin, on finit par être à un niveau complètement individuel. D'accord. Et ce qu'on veut, c'est capturer des résumés de la distribution. Donc on ne cherche pas à être totalement exhaustif.
Vous voyez que déjà, sur les notes de l'interro, raisonner en centimes, ça serait raisonner en termes de paquet de 10 étudiants, puisqu'on a à peu près 1000 étudiants qui ont passé l'interrogation écrite. Donc voilà ce que sont les déciles, les quartiles, etc. de distribution. C'est quelque chose qui est assez utilisé, hein. Ici, je reprends déciles des distributions des niveaux de vie. Vous voyez, on nous propose un graphique de ce type-là selon la situation de la famille. Alors c'est pour ça que c'est en termes de niveau de vie, parce que finalement on tient compte de la taille de la famille et on regarde ce qu'ils appellent le revenu médian. Alors en fait, c'est le niveau de vie médian, hein, parce qu'on tient compte de la taille de la famille, hein, avec une correction qui tient compte du nombre d'enfants, avec une formule un peu compliquée qui est donnée par, euh, par l'INSEE, c'est ce qu'on appelle les échelles d'équivalence. Quand on parle du revenu médian, le revenu médian, ça correspond au cinquième décile. Donc, voyez, on l'a mesuré à chaque fois de trucs différents. Ici, je regarde catégorie aisée, c'est les 20% les plus riches. Donc, les plus riches, c'est ceux qui ont le niveau de vie le plus élevé, hein. C'est pas très très bien fait, cette appellation. C'est le huitième décile. Et puis, le troisième décile, c'est ce qui correspond à un niveau des 30% qui sont en dessous. Vous voyez qu'il y a assez peu d'écart entre le cinquième et le troisième, d'accord, et qu'il y en a un petit peu plus entre le cinquième et le huitième, ce qui montre que la distribution est loin d'être uniforme ou symétrique autour de la médiane, d'accord. Contrairement, vous avez vu que pour la distribution des notes, entre le Q1 et le Q3, Q2, la médiane est exactement à 7, le Q1 est à 5, et le Q3 est à 9, donc c'est assez harmonieux de ce point de vue-là. Il y a d'autres problèmes pour l'interrogation écrite. Voilà. En tout cas, voilà comment on peut utiliser. C'est un exemple d'utilisation assez classique de ça. Ça, c'est le D8 et ça, c'est le D3. D'accord. On y reviendra aussi parce que c'est des choses qu'on va regarder. C'est un petit peu plus compliqué si on regarde des variables qui sont des variables discrètes. Typiquement, une variable discrète avec ici une courbe en escalier. On avait vu que la médiane c'était 2. Donc rappelez-vous, on avait classé toutes les familles, puis on a bien vu que finalement, comme les gens ne peuvent pas avoir autre chose qu'un nombre entier d'enfants, enfin, les ménages ne peuvent pas avoir quelque chose comme un nombre entier d'enfants, une famille est composée par un nombre entier d'enfants. Si vous faites une queue et que vous couplez en deux la population, vous aboutissez sur une famille qui a 2 enfants. Vous voyez que si vous regardez, si vous la coupez ensuite en 4 parties de longueur égale, vous allez trouver que Q1 c'est un enfant, puisque vous voyez que ça correspond, on va monter ici jusqu'à 33%, je crois, plus la distribution. Q2 c'est 2 enfants, c'est la médiane, mais Q3 c'est aussi la médiane, parce qu'il y a tellement de gens qui ont 2 enfants que vous êtes aussi en Q3, et puis Q4 c'est autre chose. Enfin, voilà donc comment on peut faire les choses. Si vous regardez maintenant la population française selon l'âge, cette fois c'est une variable qui est continue, donc on a l'impression qu'on peut faire des interpolations linéaires comme on l'a déjà fait pour la médiane, et c'est un sujet sur lequel on va revenir un petit peu maintenant, me semble-t-il. Exemple, ici on nous dit, rappelez-vous, ça c'est les gens de l'ancienneté dans le logement, on nous demande de calculer Q1, Q2 et Q3. Vous vous rappelez que Q2 on l'a déjà fait, c'est la médiane, d'accord. Donc la première chose à faire, c'est de repérer à quelle classe appartient le quartile, d'accord. Donc Q1, il est entre 0 et 5. Pourquoi? Parce que Q1, ça correspond à 25%, donc vous voyez, c'est là-dedans. Q2, il est entre 5 et 10, on a déjà calculé, c'est la médiane. D'accord. Donc on repère la classe dans laquelle appartient le quartile. Et puis Q3, il est à 75%. Vous voyez que 75%, il est entre 20 et 30. Et puis après, on va faire une interpolation linéaire. Donc juste, je fais le graphique ici, parce qu'on a déjà vu le principe d'interpolation linéaire. On peut le refaire. Alors peut-être faisons-le pour Q3, puisque faisons-le pour Q3, d'accord. Donc j'essaye de représenter les choses de manière un peu graphiquement, comme je l'ai déjà fait dans le cours précédent. Vous pouvez reprendre ma vidéo pour le voir. Je mets ici, voilà. On est donc attention, hein, là c'est coupé en fait, hein, c'est juste pour représenter les choses. On cherche, on est dans l'intervalle 20-30, donc on est des gens qui sont dans le 20-30, d'accord. Donc ça c'est 20 et 30, 20 et 30 ans. 20 correspond à une valeur qui est de combien? De 70,4%, d'accord. Ça c'est la fréquence cumulée ici, hein, d'accord. Donc ici c'est bien
les fréquences cumulées, c'est ce que j'appelais la fonction petit f, d'accord? Donc c'est ça, c'est fréquences cumulées. Et puis le 30 correspond à combien? À 84,3. À 84,3%. Ok. Et moi, ce que je veux, c'est trouver ce que je veux, c'est trouver celui qui correspond à 75%. Le quantile d'ordre 3, c'est celui qui correspondrait à 75% de la population. Donc comment je vais faire? Ce que je peux faire, c'est ce que j'ai déjà fait. Supposer qu'à l'intérieur de la classe 20-30, les ménages se répartissent de manière uniforme. Donc ça revient à dire que, en fait, il y a une droite qui lie ces deux points, d'accord? C'est cette droite-là qui lie le point A au point B, d'accord? C'est cette droite-là, donc je peux la tracer. Ça, c'est la droite A, B, voilà. Ça, c'est AB avec ces deux points-là. Et puis, le point que je cherche, moi, c'est ce point-là, d'accord? C'est ce point-là. Donc, c'est ce que je cherche, c'est ce Q3-là, d'accord? Qui correspondrait à ce point-là, ok? Comment je peux faire pour trouver ça? C'est quoi la droite AB? La droite AB, elle a une certaine pente. La pente, c'est quoi? C'est que quand je passe de 20 à 30, on est d'accord que ce qui va se passer, c'est que le point A, ça veut dire que A20 correspond 70,4%. Le point B, ça veut dire que à 30 correspond 84,3%. Et moi, ce que je cherche, c'est savoir à quoi correspond le point qui serait à 75%. Et donc, comment je vais le faire? Simplement, je vais dire, Q3, c'est quoi? Q3, il est compris entre les deux. Q3, c'est ce nombre-là, il est là, c'est 20. Plus quoi? Ce qu'il faut, c'est que je regarde la distance qui sépare 75 de 70,4. La distance qui sépare 75 de 70,4, c'est 75% moins 70,4%. D'accord? Et que je lui ajoute, que je le multiplie par quoi? Que je multiplie par l'inverse de la pente, de la droite AB. Donc, vous voyez que à chaque fois que ça augmente d'un certain pourcentage de points, ça fait augmenter le nombre d'années d'ancienneté. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je mette ici? Il faut que je mette quelque chose qui soit là, l'écart entre le point, entre la pente de AB, d'accord? Vous voyez que quand ça passe de 30 à 20, donc ça augmente de 10, ok? L'écart passe de 84,3 à 70,4, en sens inverse, 70,4 à 84,3. Donc c'est ça le résultat que je cherche, d'accord? Et c'est comme ça que je peux, obtenir le résultat en question et que je peux calculer mon Q3. Mon Q3, je l'ai calculé simplement en considérant ce point-là, en lui ajoutant l'écart qu'il y a ici, qui est ici, d'accord? Et évidemment, en le multipliant par l'inverse de la pente de la droite AB. La droite AB, sa pente en inverse, c'est 84,3 moins 70,4 divisé par 10. Là, on va le faire exactement en sens inverse. Et donc, on va trouver notre résultat. D'accord? Donc voilà le résultat. Donc je ne l'ai pas indiqué ici. Si je l'ai peut-être calculé d'ailleurs. Non, je ne l'ai pas calculé. On va le voir sur la page suivante. On a fait une interpolation linéaire. C'est ce que je dis. Ok, c'est ce que j'ai dit ici. On repère la classe et ensuite on fait une interpolation linéaire. Donc vous voyez que pour le Q1, on part de 0, d'accord? On a un intervalle qui a une longueur de 5. Sur cet intervalle, le pourcentage augmente de 0,335, puisqu'on passe de 0 à 0,335, d'accord? Et quand on passe de 0 à Q1, on augmente de 0,25. Et donc on trouve 3,7 années. Ce calcul-là, on l'a déjà fait, c'est pour la médiane. Et puis le Q3, ici, c'est le 23,3 que je cherchais à calculer à la page précédente. Et donc ça nous donne 23,3 années, d'accord? Et donc voilà, encore une fois, comment on a fait l'interpolation linéaire. J'ai déjà fait cette explication dans la vidéo de la semaine dernière lors du cours. Vous aurez peut-être aussi l'occasion d'en refaire une lors de l'ADE. Donc à vous aussi de bien réfléchir à ce qu'on effectue là pour faire ces calculs de proportionnalité lorsqu'on fait des approximations linéaires.
et de bien regarder l'ensemble des documents que vous avez pour mieux le comprendre. Ok, je continue, puisque on doit avancer et que l'heure avance. Évidemment, quand on cherche à regarder la distribution et la dispersion, il peut être intéressant de calculer des intervalles interquantiles, c'est-à-dire l'écart qu'il y a typiquement entre le premier quantile et le dernier quantile. Donc, où le dernier quantile, c'est l'écart Q3, Q1, Q3 moins Q1. Donc pour l'interrogation écrite, vous vous rappelez que Q3 c'était 9 et Q1 c'était 5. Donc ça faisait un écart de 4. D'accord. Une autre manière, on peut le faire pour le logement, d'accord. Donc vous voyez, c'est pas mal de représenter les choses de cette manière-là. Ici, vous avez le min. Ici, vous avez le max. Vous pouvez le faire pour l'interrogation écrite, hein, finalement. Et puis, entre ces deux bornes, donc 0 et 20, vous pouvez essayer de repérer, où se situent les quartiles. Donc ici, on a fait comme si on avait une distribution symétrique. On a mis la médiane au milieu. Ça, c'est la médiane, d'accord. Bon, la médiane, elle n'est pas au milieu, hein, rappelez-vous, pour mon interrogation écrite, vous voyez que pour mon interrogation écrite, la forme de ça serait beaucoup plus étrange, hein. On aurait, enfin étrange, asymétrique, hein, on a un 0, 19,5, d'accord. La médiane, elle est là, donc elle est à 7. Le Q1 est à 5, d'accord. La médiane est à 7, et puis le Q3 est à 9. 5, 7, 9. D'accord. Donc là, vous voyez bien, d'ailleurs, sur ce dessin-là, tout de suite, il apparaît le fait qu'il y a une asymétrie dans la distribution. Et ce qui est intéressant, c'est ce qui est souligné là, hein, c'est que vous voyez que entre Q1 et Q3, d'accord, puisque là c'est entre Q1 et Q3, vous avez 50% des étudiants qui sont coincés entre 5 et 9. Vous avez 25% des étudiants qui sont en dessous de 5, d'accord. Et puis, vous avez 25% des étudiants qui sont au-dessus de 9, d'accord. Ce qui est assez révélateur, hein, puisque ça nous montre que voilà, il y a autant d'étudiants qui sont au-dessus de 5 que d'étudiants qui ont plus de 9, hein. Donc ça montre que les résultats sont pas très bons, mais ça, on l'a déjà fait remarquer. Ok, donc je peux passer aux transparents suivants. Ouais, ça donne lieu à des boîtes à moustaches. Effectivement, c'est une bonne manière de représenter les choses. Donc là aussi, on pourrait le faire. En anglais, on appelle ça box plot. Vous voyez, on peut comme ça coder les choses et puis mettre des symboles pour essayer de comparer, de comparer les positions respectives du min, du maximum, et puis des différents quantiles. Et ça donne une idée du profil de la distribution. C'est une manière assez élégante, quelquefois, de le faire. Et donc, c'est juste présenté là, c'est pas un point très important. Bien sûr, ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'au lieu de regarder un écart relatif, un écart absolu, on peut regarder un écart relatif, d'accord. Donc peut-être que c'est plus intéressant quand on s'intéresse notamment, puisque là il s'agit d'un écart relatif, à la distribution des revenus. Quand vous regardez la distribution des revenus, vous pouvez regarder quel est l'écart entre les 10% les plus riches et les 10% les plus pauvres. Est-ce que ça va de 1 à 5, de 1 à 8? Et vous pouvez comparer ça d'une économie à une autre pour essayer de regarder, indépendamment du niveau moyen de revenus, comment se font les inégalités ou comment se fait la dispersion des revenus dans une économie. Donc voilà, ça c'est le rapport interquantile, c'est plus la distance, mais c'est le rapport, mais c'est bien sûr le même type de concept. Ici c'est un concept relatif, on va y revenir aussi. Exemple, alors c'est quelque chose qui va nous accompagner, donc on va peut-être en reparler. On a chaque année une publication de l'INSEE, alors vous voyez là c'est en septembre 2017, peut-être qu'il y en a une, il faudrait regarder en septembre 2019 pour que ce soit plus intéressant et actualisé, hein, donc je vous laisse le faire. Vous pouvez aller sur le site de l'INSEE, regarder les INSEE premières, trouver le INSEE qui fait les niveaux de vie en 2017, puisque visiblement il y a 2 ans de décalage, et puis regarder un peu les choses. Donc je vous expliquais, hein, le niveau de vie, c'est quelque chose qui se mesure en regardant le revenu disponible net du ménage, hein, c'est-à-dire après impôt, et en tenant compte aussi des transferts sociaux auxquels il a le droit, et après en divisant par le nombre d'unités de consommation du ménage, c'est-à-dire la taille du ménage. Et les unités de consommation sont calculées de manière à ce qu'un adulte compte pour une personne, un enfant entre 14 et 18 ans compte pour 0,5 et un enfant de moins de 14 compte sur 0,3. Donc c'est une manière un peu arbitraire, mais il faut bien le faire de manière arbitraire. Et vous voyez qu'on nous donne ici les niveaux de vie
en euros 2014, donc typiquement regardons en 2015 ce qui se passe. Donc niveau de vie médian, ça c'est la moyenne, donc voilà, corrigé par la taille du ménage. Premier décile, 10 860, deux fois moins. Neuvième décile, près de deux fois plus. Donc voilà, il n'y a que 10% des gens ou des familles qui disposent de plus de 37 510 par unité de consommation. Donc on peut calculer les rapports interdéciles entre D9 et D1, 3,5. On peut aussi regarder éventuellement comment les politiques sociales ou la redistribution le modifient. On peut regarder la différence entre le D9 et le D5, entre le D5 et le D1. Et puis on peut regarder comment ils ont évolué. Alors ici, les évolutions ne sont pas manifestes. Visiblement, il y avait une petite réduction entre 1996 et 2005. Et de 2016 à 2005, le niveau a réaugmenté, mais il n'y a pas une hausse sensible de ça. On pourrait regarder ce qui se passe en 2017. Je reviendrai peut-être sur cette question un peu plus loin. Voilà. J'en viens justement, parce que ça fait le lien assez naturel, avec ce qu'on appelle les caractéristiques de concentration. Bien souvent, lorsqu'on additionne les observations, les notes ou les revenus, lorsqu'on additionne les revenus, ça a une signification. D'accord. Donc, quand on regarde la répartition des revenus, des patrimoines au sein de la population, on voit que la somme des revenus, c'est le revenu total, et on regarde comment ce revenu total est réparti entre les individus. Donc il y a du sens à additionner finalement ce que chacun détient, ce que chacun possède. Il n'y a peut-être pas beaucoup de sens à additionner les notes qui sont obtenues par les étudiants. C'est pas une question de partage d'un gâteau, voilà, où on serait capable de redistribuer d'une note vers une autre, etc. C'est pas comme ça qu'on envisage le système de notation. Et bien sûr que ça a une signification dans beaucoup de domaines de l'économie, de regarder ce qu'on appelle la dispersion relative, c'est-à-dire de regarder des caractéristiques de concentration. Donc, la concentration, elle est utile lorsque la somme veut dire quelque chose. Donc c'est utile quand on regarde la répartition des parts de marché par les entreprises, comment les ventes se répartissent parmi les entreprises. Ça a un intérêt lorsqu'on regarde la répartition du revenu macroéconomique parmi les individus en pensant qu'on peut le redistribuer de l'un à l'autre. C'est une notion quand même importante, ou la répartition des patrimoines. Donc on les traite à part parce que, évidemment, imaginez qu'on soit capable, effectivement, de faire une addition et de calculer une variable grand X qui regroupe, en fait, qui agrège la variable en question dans toute la population. Donc on est capable d'additionner et de calculer, vous avez le revenu de chacune des sous-parties de la population, les effectifs qui correspondent à chacun des classes, et vous voyez qu'en faisant la somme des NIXI, vous obtenez le revenu moyen. Exactement comme vous avez des entreprises qui se partagent un marché, et en faisant la somme du chiffre d'affaires de chacune de ces entreprises, vous avez le chiffre d'affaires total de cette industrie. Et ce qui est intéressant ensuite, c'est de regarder comment se répartit ce chiffre d'affaires pour voir s'il y a une concentration dans le secteur industriel ou s'il y a une concentration de la richesse parmi quelques individus. Donc, par définition, bien sûr que le X dont il est question ici, c'est il était simplement égal au N, au nombre d'individus qui fait la population, multiplié par le revenu moyen. Donc on a bien sûr le X bar, ou dit autrement, le X bar, par définition, c'est X sur N. Et donc le X, c'est aussi N fois X bar, et ça paraît bien naturel. Donc voilà. Donc j'y vais. On a parlé de la disparité des niveaux de vie, on peut parler aussi de la distribution des salaires, et c'est peut-être un exemple que je vais utiliser, donc j'y reviendrai. Évidemment, ça n'a pas de sens pour l'ancienneté dans le logement ou l'âge de la population. On ne va pas regarder, on peut regarder l'âge moyen, bien sûr, mais faire la somme des âges, on ne va pas redistribuer les âges dans la population, donc on ne voit pas très bien ce qu'on peut en faire. On ne va pas redistribuer les durées moyennes d'occupation dans le logement, donc on ne voit pas très bien ce qu'on a à en faire. Ça débouche sur des mesures qui sont les mesures de concentration, et dont la plus importante est l'indice de Gini. Donc c'est ça qu'on va regarder. Bon, il y a aussi d'autres indicateurs qui existent, la médiane, l'indice de Herfinel. Il y a toute une littérature sur la mesure des inégalités ou de concentration. Je vais m'appuyer pas mal sur l'enquête salaire, éventuellement, pour faire ça. Mais je ferai peut-être une vidéo à part pour présenter cette enquête et présenter la manière dont je le fais sur Excel. On verra qu'on a en TD, en direction d'études, un exercice qui est tout à fait similaire et qui traite exactement du même sujet. Et c'est un sujet sur lequel on interroge de temps en temps à l'examen. Donc j'y vais, je commence.
Premier élément dont on peut tenir compte, c'est la médiale. La médiale. Donc il nous faut définir ce qu'on appelle la médiane. Donc l'écart médial-médiane, alors j'ai vu que ici ce transparent s'appelle écart médial-médiane. Déjà il nous faut définir ce qu'on appelle la médiale. La médiale. La médiale, c'est pas une notion qui est totalement évidente. C'est imaginez que vous êtes dans une entreprise, bon, typiquement voilà, où il y a une certaine masse salariale. Donc la masse salariale, c'est quoi? C'est l'ensemble des salaires qui sont obtenus dans l'année par l'ensemble des employés. Et donc vous avez un certain niveau de masse salariale. C'est quoi la médiane? C'est le niveau de salaire, qui coupe la masse salariale en deux parties de taille égale. C'est le niveau de salaire tel que 50% de la masse salariale se trouve au-dessus de ce niveau de salaire et 50% se trouve en dessous de ce niveau de salaire. Vous voyez bien la différence avec la médiane. La médiane, avec un N, c'est que la médiane, vous regardez le salaire qui coupe la population des salariés, les salariés en deux parties de taille égale, tel qu'il y ait autant de salariés d'un côté que de l'autre. Alors que quand vous pensez à la médiane, ce que vous coupez, ce n'est pas le nombre de salariés. Ce que vous coupez en deux parties égales, c'est la masse salariale. C'est la masse salariale. Donc c'est le produit du nombre de salariés par ce que gagne chaque salarié. Donc c'est ça l'idée de médiane. Donc la médiane, c'est le salaire tel que 50% de la masse salariale est distribuée au-dessus de ce salaire et 50% de la masse salariale est distribuée en dessous de ce salaire. Donc, je vais le dire comme ça. Je dis la médiane, notée ML, est la valeur de la variable, la valeur du salaire, pour lequel la fréquence cumulée des NI fois XI, donc NI c'est le nombre de salariés, multiplié par XI c'est le salaire de chacune des catégories, est égal à 1,5. Donc la fréquence cumulée des NI XI, c'est simplement la masse salariale qui est capturée par les gens qui gagnent moins que ce salaire. Donc on développe ici un exemple. Alors cet exemple, il est très simplifié parce que voilà, on nous fournit des données. On a une classe de salaire brut horaire en euros, 9 euros, 15 euros, 15, 19 euros, 19,45, etc. Bon, c'est quelque chose, voilà, c'est des données un peu artificielles. Et puis, on connaît le nombre d'heures salariées en millions qui correspond à chacune de ces sous-classes, 15 millions, 6 millions, etc. Et donc, on est capable de regarder en pourcentage, finalement, le nombre d'heures qui correspond à ça. Donc, si je devais calculer ici la médiane, je ne vais pas la calculer ici parce que ça ne m'amuse pas trop. Peut-être que, en tout cas, la médiane, vous voyez, il y a 59% des heures salariées qui sont payées entre 9 et 15. Donc la médiane, elle est dans l'intervalle 9-15. Calculer la médiane, c'est raisonner non pas en pourcentage, regardez les heures salariées qui sont coupées en deux, mais regardez en masse salariale, de manière à couper la masse salariale en deux. La masse salariale, on ne la connaît pas trop. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est simplement se dire la chose suivante, c'est que finalement, c'est quoi la masse salariale capturée par les classes de salaire qui sont entre 9 et 15? On ne sait pas trop. Ce qu'on fait, c'est qu'on s'ennuie pas trop. On va prendre le centre de la classe, 9-15, c'est 12, donc c'est 12 euros. Et puis, pour calculer approximativement cette masse salariale, on va multiplier 12 par 15 508 et on obtient ce résultat-là qui correspond donc à 186 000 millions, c'est-à-dire à 186 milliards. D'accord ? Et vous voyez bien sûr que vous pouvez calculer ceci pour chacune des sous-classes. Ici, vous allez prendre 17 comme centre de classe, d'accord, multiplié par le nombre de salariés, vous obtenez 111 milliards, d'accord, vous obtenez 111 milliards, et puis enfin, vous prenez 19,45, c'est ceux qui sont payés le plus. Alors, vous allez prendre 32 au milieu, bon, c'est une moyenne, la moyenne c'est 19 plus 45, vous prenez 32, vous multipliez par 90 et vous obtenez le truc. Et là, vous voyez comment la masse salariale, donc si vous sommez tout ça, vous obtenez la masse salariale totale, 428 milliards, c'est un calcul approximatif, hein, c'est l'idée générale que j'essaie de présenter. Vous voyez comment cette masse salariale est répartie en fait. Bien sûr, les individus par définition, ces individus qui sont les moins bien payés, capturent une partie de la masse salariale qui est inférieure à leur nombre, 43,4. Ceux qui sont payés de manière intermédiaire, vous voyez qu'ils capturent une partie de la masse salariale qui est à peu près égale à leur nombre, ce qui est relativement logique. Et puis ceux qui sont payés bien au-dessus de la moyenne, eux, bien sûr, ils obtiennent une part disproportionnée, enfin voilà, c'est logiquement de la masse salariale. Donc elle est où la médiane? Vous voyez que la médiane, elle est déplacée. Vous allez prendre ici, vous allez regarder où se situe, où peut-on couper
50% de la masse salariale. Bah, vous voyez que la médiane, ici, elle est dans l'intervalle de salaire 15-19, puisque vous voyez que 43,4% c'est inférieur à 50, donc il faut aller un tout petit peu plus haut pour trouver la médiane. Donc la médiane ici, elle est dans l'intervalle médial qui est 15-19. Alors évidemment, on pourrait faire une interpolation linéaire pour la chercher. Je ne suis pas sûr que ce soit forcément très pertinent, et je ne sais pas si je vais avoir envie de le faire. On va voir si dans le transparent suivant, je suis un peu plus intéressé à le faire ou pas. On en reparle immédiatement. Donc voilà, bah, si on fait cette interpolation linéaire, on est d'accord. On a bien sûr personne ne gagne moins de 0. Dans la partie 9-15, ça représente 59% des heures, mais ça représente que 43,4% des heures salariées, d'accord. Donc la part cumulée des masses salariales, c'est 43,4%. 15-19, bah, c'est 26,1, donc ça fait 69,5%, etc. Et donc là, on a cumulé les heures salariées, et c'est comme ça qu'on a trouvé la médiane, d'accord, la médiane. Et si on veut trouver la médiane, bah, ce qu'on peut faire, c'est faire une approximation linéaire ici. Hein. Vous voyez que c'est toujours la même chose. Quand vous faites une approximation linéaire, vous voyez que le 15 représente 43,4%, 19 représente 69,5%, et moi, ce que je veux trouver, c'est le ML, la médiane, qui représente 50%. Donc, comment vous faites les choses? Bah, vous dites que le ML, c'est quoi? C'est, bah, on va partir de 15, donc c'est 15, plus quoi? Bah, l'écart qui va séparer 15, qui va séparer 50% de 43,4, donc le point médial au point A, c'est comme ça que vous l'appelez, multiplié par quoi? Multiplié par quoi? Multiplié par la manière dont ça a augmenté sur cet intervalle. Donc attention, ici vous voyez j'ai mis des pourcentages en haut, donc il faut que je mette des pourcentages en bas. Donc quand je mets des pourcentages en bas, ce que je vais mettre ici au dénominateur, c'est 69,5% moins 43,4%. D'accord? Et puis ici, ce que je mets ici, c'est quoi? Bah, c'est l'écart entre, entre 15 et 19. Donc c'est 19 moins 15. D'accord? Et donc, si je fais ce calcul-là, c'est ce qui est fait ici au-dessus, hein, c'est exactement ça. C'est toujours mon idée d'interpolation linéaire. Je pars du point A, d'accord? Ça, c'est le point A. J'y ajoute l'écart qu'il y a entre YA et YB, d'accord? Et je multiplie ça par l'inverse de la pente, ok? Et je trouve le résultat, d'accord? Et pour en être bien sûr, vous voyez, c'est que ici, il faut bien faire attention aux unités. La médiane, elle est mesurée en euros, d'accord? Donc ça, c'est bien des euros. Ça, c'est bien des euros, d'accord? Et bien sûr, pour que ça marche, il faut que au numérateur et au dénominateur, là, il y a des pourcentages pour que ce soit en proportion de l'augmentation de l'augmentation pourcentage. Et donc, je trouve 16 euros. Et donc, ça, c'est la médiane. Est-ce qu'il est pertinent ici de faire une interpolation linéaire? Je vous laisse y réfléchir. Voilà, c'est une manière de faire. C'est pas forcément une vérité établie que de calculer la médiane de cette manière-là. Je pense que l'exemple est trop simple en fait pour que on puisse en tirer des conclusions trop importantes. Maintenant, vous pouvez comparer ça à la médiane. Vous voyez, la médiane, je le mets là, hein. Ça c'était ML. Le ME, je vais le mettre là parce que je ne l'ai pas calculé, donc on peut peut-être le mettre là. Hein. Le ME, on ne l'a pas calculé. Vous voyez, le ME, c'est quoi? Bah, vous regardez, cette fois, c'est celui, voilà, il est entre 9 et 15, parce que vous avez 59,3. Donc, il est entre 9 et 15, donc il est égal à 9, d'accord? Puisque à 9 correspond 0. À 15 correspond 59,3, et la question 0%, et la question que je me pose, c'est à combien correspond 50%, d'accord? Donc c'est toujours la même chose. Donc on va faire 9, plus quoi? 9 plus l'écart qu'il y a entre 0 et 50%, d'accord? Donc 50% moins 0, ça fait 50%. Multiplié par quoi? Multiplié par l'inverse de la pente de la droite, d'accord? Donc au dénominateur, il faut, vous voyez que ici j'ai mon point A et mon point B, ça augmente de 59,3%, donc ça fait 59,3% moins 0%, d'accord? Et au numérateur, bah, ça passe de 9 à 15, donc de 15 moins 9. Donc, et ça, c'est bien sûr des euros, ça, c'est bien sûr des euros, et donc vous trouvez que c'est 9 plus ça. Je vous avoue ne pas l'avoir calculé, ça c'est exactement la médiane, je peux le faire, ça fait 9 plus 6, puisque c'est 15 moins 9,
divisé par 50%, divisé par 59,3%. D'accord? Donc c'est exactement ça, puisque ça augmente de 59,3%, donc ça augmente de 6, donc il faut bien pondérer de cette manière-là. Donc ce que je peux faire, c'est effectivement, je vais le faire tout de suite avec une petite calculette. Vous faites 50 divisé par 59,3, vous obtenez 0,84, vous le multipliez par 6, d'accord? Vous trouvez 5,05 et vous lui ajoutez 9, donc c'est 14,06, d'accord? C'est ça à peu près, 14,06. Ok? Et vous comprenez aussi que en regardant l'écart entre la médiane, alors la médiane ici, hein, c'est médiane et la médiale, bah, c'est normal que la médiale, nécessairement, la médiale est toujours supérieure à la médiane, sauf si la distribution était complètement égalitaire, donc c'est complètement logique hein, que la médiane soit tout le temps supérieure à la médiane, et l'écart qu'il y a entre les deux bah, est une mesure des inégalités qu'il y a dans la distribution des salaires. Donc c'est ça, cette idée d'écart entre la médiale et la médiane, d'accord? Donc c'est ça qui est fait ici. Voilà. Plus la médiane est supérieure à la médiane, plus la distribution est concentrée, bien sûr. Plus il y a d'inégalités, hein, et évidemment, si la médiane est égale à la médiane, ben dans ce cas-là, on n'a pas d'inégalité. D'accord? Donc on obtient ce résultat-là. Donc ici, c'est 16 euros moins 4. Donc la médiane, bah, elle est calculée ici. Hein, donc on l'a fait ici par une interpolation linéaire. Et ceci, c'est ce qu'on appelle l'écart entre médiane et médiane. Alors, comme c'est un écart qui est absolu, c'est pas forcément très pertinent, 2 euros, ok. Peut-être que c'est bien, quelquefois, de le rapporter à une variable qui serait l'étendue ici. Donc, on obtiendrait ici 5,6%. On nous dit que c'est simple à calculer, oui, oui, si on veut. Si on veut. C'est pas si simple à calculer que ça. En tout cas, c'est un indicateur de dispersion, mais qui n'est pas le plus utilisé, mais voilà, on l'a expliqué. Plus commun, l'indice de Gini. Alors, pas facile d'expliquer l'indice de Gini. On va essayer de reprendre les mêmes données pour l'expliquer. C'est pas que c'est pas facile, c'est que en fait c'est facile, mais peut-être qu'il faut s'entraîner en le construisant vous-même. Et c'est pour ça que je ferai certainement une autre vidéo avec concentration chapitre 4. L'indice de Gini est dérivé d'une courbe qu'on appelle la courbe de concentration, c'est-à-dire la courbe de Lorentz. En fait, c'est la courbe de Lorentz qu'il faut comprendre. Elle est assez simple à comprendre dans l'exemple qu'on vient de développer sur les salaires, la série qu'on vient de donner. Ce qu'on a vu, c'est qu'il y a une différence entre la dispersion des heures, entre la dispersion des heures parmi les salaires et la dispersion de la masse salariale parmi les salaires, bien sûr. Et le fait qu'il y ait une différence, plus cette différence est importante, plus les inégalités sont importantes. Ce que je veux dire par là, c'est que si 50% des heures cumulées capturaient 50% de la masse salariale, en ordonnant ces heures cumulées, d'accord, si 50%, si en tenant compte de l'ordre des salaires, 50% des heures en dessous d'un certain niveau récupéraient 50% de la masse salariale, et si ceci était tout le temps vrai, c'est-à-dire que 10% récupérait 10% de la masse salariale, 20%, 20% de la masse salariale, etc., la distribution serait totalement égalitaire. Et donc, si on regarde un petit peu notre dessin ici, on a vu, c'est le tableau, le sens du tableau qu'on a vu là, c'est que on a la part cumulée des heures salariées parmi 9, 15, 15, 19, etc. Donc voilà. Et puis à côté, on a la part cumulée de la masse salariale. Et les inégalités, elles se voient bien sûr, parce que vous voyez que il y a une différence entre ces deux colonnes. Il y a une différence entre ces deux colonnes. 59,3% des heures les moins bien payées ne capturent que 43,4% de la masse salariale. Bien sûr, parce que ce sont les moins bien payées. Et donc, si elles capturaient que 30%, il y aurait encore plus d'inégalités. C'est-à-dire qu'elles seraient encore moins bien payées relativement aux autres. Et puis, de la même manière, on peut le voir en sens inverse. Vous voyez, vous pouvez dire que 84,4% des heures qui sont payées sous 19 euros capturent 69,5%. Mais vous pouvez le voir aussi en sens inverse en disant que les heures qui sont payées au-dessus de 19 euros représentent ces 15,6% des heures, mais ça représente 30,5% de la masse salariale. Et donc c'est dans ce déséquilibre-là qu'on peut mesurer les inégalités. Les 15% des heures les mieux payées récupèrent 30% de la masse salariale. Et l'idée de la courbe de Lorentz, c'est exactement celle-là.
C'est, vous prenez une courbe, vous allez considérer une courbe, une boîte en fait, un carré, d'accord, de longueur 100%, 100% de deux côtés. Sur l'axe des ordonnées, vous allez placer chacun des points. Vous allez, sur l'axe des ordonnées, vous allez mettre la part cumulée des heures salariées, c'est le FI qui est ici, d'accord, FI est ici. Et puis ici, vous allez mettre quoi? Vous allez mettre la part cumulée de la masse salariale qui correspondent. Donc, regardez ici, bon, 0% des heures qui sont les moins payées capturent 0% de la masse salariale. À l'autre extrême, 100% des heures salariées capturent 100% de la masse salariale. Donc, quelque part, c'est pour ça que le graphique s'ordonne dans une boîte et autour de ces diagonales. Et vous voyez que ce point-là, le premier point, ce point-là, d'accord, cette ligne-là, c'est simplement le point A. C'est le point A qui est ici, c'est le point A de la courbe de Gini. 59%, vous voyez, c'est presque 60, c'est pour ça il est juste là. 59% des heures salariées capturent un petit peu plus de 43%, donc d'accord, de la masse salariale. Et vous voyez que si, de la même manière, vous pouvez ici positionner le point B, donc ça c'était pour le point A, vous pouvez ici positionner le point B, d'accord. Le point B, c'est juste expliquer que 84,4%, donc on est là, hein, 84,4%, c'est là, c'est exactement là, d'accord, capture 70% de la masse salariale, 69,5%. Et puis vous avez ce point-là qui est évidemment au point 100. Et vous comprenez que plus... C'est quoi une répartition égalitaire? Une répartition égalitaire, ça serait une répartition où ces points seraient alignés le long de la diagonale. Donc la diagonale, c'est la droite égalitaire. C'est celle où 60% des heures récupèrent 60% de la masse salariale lorsque vous les ordonnez. Donc l'idée d'une courbe de concentration, c'est nécessairement de positionner ces points-là, d'accord. Et puis après, on ne sait pas très bien ce qui se passe dans les sous-intervalles, c'est toujours la même question parce qu'on n'a pas plus d'informations. Et ensuite, c'est de lier ces différents points par des segments de droite, et plus comme non pas la corde de l'arc, mais l'arc lui-même, qui se tend avec la corde qui serait la diagonale, plus vous vous éloignez de la diagonale, plus la distribution est inégalitaire. C'est quoi une distribution inégalitaire? Par exemple, ce serait une situation que je représente ici. Vous voyez, la situation la plus inégalitaire que vous puissiez imaginer, ça serait ça. Ça serait que 99,9% des heures ne touchent rien, et puis que la dernière heure, celui qui a tout, toucherait tout. D'accord? Ça serait évidemment une situation totalement extrême d'inégalité dans laquelle toutes les heures ou tout le patrimoine serait compensé, serait possédé par un seul. Mais plus généralement, sans penser à ce type de situation extrême, vous pouvez très bien envisager, et c'est plutôt ça, hein, voilà, une distribution, c'est pas ce que je voulais faire, je veux abandonner le fait que ce soit une droite, donc je remets ici, voilà, je le mets en vert. Une distribution inégalitaire, c'est une distribution de ce type-là, voilà, ça c'est une distribution qui est très inégalitaire, puisque vous voyez que, je sais pas, là vous observez que 60% des heures capturent 20% de la masse salariale. Ou si on réfléchissait à une distribution de la richesse, vous observez que, puisqu'on aurait pu faire ça, hein, on va raisonner en termes d'heures, mais peut-être en termes de niveau de richesse, 60% de la richesse serait capturée, non, excusez-moi, 60% des individus ne captureraient que 20% de la richesse, donc ce qui signifie, en complément bien sûr, que 40% des individus, des plus riches, capturent 80% de la richesse. Vous avez compris que la courbe de Lorentz, cette courbe de concentration, elle va relier ces points, donc il faut qu'on obtienne ces points, elle va les relier éventuellement par des segments de droite. Nécessairement, cette courbe de Lorentz, elle est toujours sous la diagonale, parce qu'elle ne peut pas être au-dessus, puisqu'on a classé les gens du plus riche au plus pauvre, ou du salaire le plus élevé au salaire le plus bas. Donc c'est comme ça qu'elle a été faite. Elle est nécessairement croissante, puisque dès lors que les individus possèdent quelque chose, lorsque vous augmentez le pourcentage de la population, vous augmentez le salaire. Et puis, plus cette courbe est éloignée de la diagonale, et plus elle est proche ici de cette situation que j'ai mis en rouge, plus les inégalités sont fortes. Et c'est exactement là-dessus, sur cette idée-là, que repose le coefficient de Gini. Le coefficient de Gini, il va mesurer dans quelle mesure, vous voyez que ce qui compte fondamentalement, enfin, pourriez-vous dire, c'est cette surface. Ce qui compte, c'est cette surface. C'est la surface qui serait comprise entre les deux courbes, cette surface-là. D'accord? Plus cette surface comprise entre les deux courbes est grande, entre la diagonale et la courbe de Lorentz est grande, plus les inégalités sont grandes. L'indice de Gini, c'est exactement ça. C'est une mesure,
de la surface qu'il y a ici entre la courbe verte et la courbe noire, ou la droite noire de la diagonale, donc toute la zone jaune que je viens de dépeindre. Autre élément aussi que vous voyez apparaître sur ce dessin-là, c'est que vous pouvez repérer ce qu'on appelle le point médian. Le point médian, bah, c'est celui qui correspondrait ici à 50% de la population. Donc là, on comprend pourquoi le médian, la médiane est au-dessus du médian, hein, le point médian, alors que le point médial, lui, c'est celui qui correspond à l'inverse à 50% de la masse salariale, ou à 50% de la richesse agrégée. D'accord. Donc la médiane de la richesse dans un pays, c'est la richesse qui est détenue par celui qui est tel que tous ceux qui sont en dessous de lui détiennent 50% de la richesse, et tous ceux qui sont au-dessus de lui détiennent 50% de la richesse. D'accord. Donc c'est ça le principe général. Ok. On raffinera. Voilà, donc courbe de Lorentz, diagonale du carré, c'est la droite d'équirépartition, c'est ce que j'ai expliqué. Donc ça, c'était mon point A, mon point B. D'accord, bon, peut-être qu'en rouge, ça serait mieux. Voilà. Plus on s'éloigne, plus on tire cette courbe, plus les inégalités s'accroissent. Il y a une hypothèse que j'ai faite qui est un petit peu compliquée à vous expliquer, mais enfin non, c'est pas compliqué, on peut réfléchir. C'est qu'en fait, j'ai eu tendance ici à relier les trois points qui sont le point O, bah, c'est 0, 0, le point 1, je sais pas comment on va l'appeler, mais bah, on peut peut-être l'appeler le point 1 qui est ici, d'accord. J'ai construit des segments de droite entre OA, AB et 1. Pourquoi j'ai mis des droites là? C'est une question, vous voyez bien que sur la diagonale, localement, quand on passe ici de 30% à 40% et qu'on reste sur la diagonale et que c'est en ligne droite, d'accord, ça signifie qu'il y a une égalité à l'intérieur dans cette sous-classe. Et donc, le fait de relier les points A et B par des segments, ça revient à expliquer qu'à l'intérieur de chacune des sous-classes, il y a une équirépartition. Il y a, les gens ont le même salaire à l'intérieur de chaque sous-classe. Que fondamentalement, à l'intérieur de la classe 15-9, les gens ont tous en fait le salaire de 12, c'est-à-dire le salaire qui serait au milieu. Évidemment que cette hypothèse est fausse, évidemment qu'il y a aussi des inégalités à l'intérieur de chacune des sous-classes. Et donc évidemment que le fait de considérer qu'à l'intérieur des sous-classes, les salaires seraient identiques, conduit à sous-estimer les inégalités. Donc en traçant des segments de droite, c'est ce que j'ai fait. C'est une question qui est assez intéressante. Ça, on approche une autre aussi, c'est que vous pourriez démontrer que la courbe de Lorentz est non seulement croissante, mais elle est aussi tout le temps convexe. Si la notion de convexité vous dit quelque chose, elle est nécessairement comme ça. Elle peut pas être comme ça. Elle ne peut pas avoir des choses qui seraient comme ça. Elle est nécessairement convexe, c'est-à-dire qu'elle augmente à taux croissant plus on s'approche du point 1. D'accord? Bon, je pense que je ferai une vidéo supplémentaire sur cette question avec mon petit exemple la semaine prochaine. Et il y a un exercice dans la DE qui est consacré à ça. Ok. Donc maintenant, l'indice de Gini, bah, on a terminé. Alors mes notations ne sont pas les mêmes, j'en suis vraiment désolé. On a le point O, le point A, etc. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait du Gini? Bah, on rapporte la surface qui est sous la courbe à la surface sous la diagonale. Donc l'indice de Gini, c'est, on va regarder, en fait, je dis, on regarde ce qu'il y a, quelle est la distance, quelle est la surface qui est ici. C'est pas exactement ce qu'on fait en fait. On va comparer la surface du triangle OAB. Donc la surface du triangle OAB, c'est un demi, puisque il occupe, vous voyez, c'est un carré qui a une largeur 1, 1. D'accord. Donc le triangle OAB, le triangle rectangle, il est nécessairement un truc qui est OAB. Et ce qu'on appelle la surface de concentration, c'est ce qu'on appelle la surface de concentration, c'est la surface qui est ici, qui est coincée entre les deux. D'accord? Donc, vous voyez bien que si le Gini est égal à 1, si G est égal à 1, c'est totalement inégalitaire.
Et si le Gini est égal à 0, d'accord, bah dans ce cas-là, c'est totalement égalitaire. Donc ici, on a essayé de mesurer, donc il y a 50 carreaux puisqu'il y a 100 carreaux, d'accord. Si vous voulez comptabiliser, alors on pourrait le faire de manière certainement plus intelligente. On peut comptabiliser la surface de ce rectangle. Vous savez que c'est à peu près égal à 10 carreaux. C'est un calcul approximatif qu'on peut raffiner. Et c'est ce qu'on fera peut-être dans une prochaine vidéo ou dans la DO. D'accord. Donc voilà, j'ai introduit la courbe de Lorentz et son pendant, la courbe de Gini. Euh, Très utile pour mesurer les disparités de revenus ou de patrimoine. C'est un indicateur d'inégalité qui est très très commun, donc voilà, mais qui repose sur cette courbe de Lorentz et cette courbe de concentration qui est vraiment importante. Euh, il a des propriétés intéressantes. Si tous les revenus ou tous les patrimoines sont multipliés de la même manière par 10%, donc si le revenu de tout le monde augmente de 10%, ça ne va pas modifier le Gini. Si vous prenez un peu aux riches et que vous donnez aux pauvres bah, via la fiscalité ou via la redistribution, nécessairement vous allez faire baisser la valeur de l'indice. Hein, donc ça paraît aussi assez logique. Il y a d'autres indicateurs de concentration, d'inégalité, les indicateurs de Tay, de Hoover, d'Atkinson, et puis l'indicateur de R final qui est lui beaucoup plus utilisé pour mesurer la concentration industrielle. Et je crois que c'est là-dessus que je vais aller maintenant pour terminer ce que j'ai à vous présenter là. Donc là aussi, sur l'indice de Herfindahl, je ne crois pas qu'on puisse considérer que ce soit au programme, mais puisque c'est quelque chose qu'on retrouve souvent en économie, ça peut être aussi intéressant de vous en parler un instant. Un autre domaine dans lequel on mesure la concentration, c'est les parts de marché. Donc, savoir combien il y a d'intervenants sur un marché. Donc, pour ça, on peut regarder combien d'entreprises font 50% du marché, ou il y a des techniques qui existent comme ça, où vous allez regarder comment le marché est concentré. Et bien sûr, cette concentration, elle dépend de l'industrie dans laquelle vous êtes, elle dépend du degré de concurrence, en fait, qui est aussi lié à la technologie que vous utilisez. Donc, imaginez que vous avez N entreprises qui se partagent 100% du marché, donc vous avez une entreprise, et bien sûr, ce que vous pouvez faire, c'est ordonner les entreprises dans le sens décroissant des parts de marché, d'accord. Donc, c'est ce que vous faites. Vous pouvez le faire en regardant, bah voilà, vous prenez la première entreprise qui a 30%, la deuxième 20%, etc. Et puis regardez combien de parts de marché est contrôlée par les 3 premières entreprises. C'est une première manière de mesurer très simple la concentration. La concurrence parfaite, c'est l'idée qu'il y a beaucoup d'entreprises avec peu de parts de marché. Et donc le fait qu'il y ait beaucoup d'entreprises avec peu de parts de marché, c'est quelque chose qui limite le pouvoir de marché de chacun des intervenants. Donc c'est une bonne manière de mesurer la concurrence. Et vous savez à quel point cette question de la concurrence est un sujet qui est important aujourd'hui, notamment aux États-Unis. Si vous avez un monopole, c'est une entreprise possède 100% du marché. D'accord. Un indice qu'on utilise souvent en économie pour définir ça, c'est l'indice de Herfindahl. Donc j'insiste sur l'orthographe de Herfindahl, qui n'est pas forcément évidente. Et l'idée de l'indice de Herfindahl, c'est de faire la somme des parts de marché de chacune des entreprises, mais pris au carré. Alors n'oubliez pas que une part de marché, c'est compris entre 0 et 1, d'accord. Entre 0 et 1. Donc le fait de la mettre au carré, c'est quelque chose qui va, plus elle est petite, moins ça va compter dans le truc. Donc regardez, imaginons que vous ayez un monopole. Si on a un monopole, le monopole, on a une seule entreprise et c'est S1 égale 1. S1 égale 1. Si maintenant vous avez un nombre très grand d'entreprises et que les entreprises se partagent le marché de manière équitable. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir SI qui est égal à N. D'accord. On va avoir SI qui est égal à 1 sur N. Vous avez 10 entreprises, chacun a 10% du marché. 100 entreprises, chacun a 1% du marché. Et tout le monde a la même chose. Donc le marché peut avoir peu d'intervenants, mais chacun des individus a le même nombre. C'est l'égalité. Effectivement, dans ce cas-là, si dans ce cas-là, si tout le monde a la même part de marché, vous voyez que la somme des SI, c'est la somme des SI au carré, c'est la somme des 1 sur n au carré, d'accord. La somme des 1 sur n au carré, et la somme de I égale 1 à n des 1 sur n au carré, vous sommez le 1 qui est en haut, vous le faites en fait n fois, c'est égal à n
sur n au carré, c'est-à-dire c'est égal à 1 sur n, d'accord? Vous voyez bien que si n est égal à 10, bah, dans ce cas-là, l'indice va valoir 1 dixième. Mais s'il y a un très grand nombre d'entreprises, bah, l'indice va tomber à zéro parce qu'il y a un nombre infini d'entreprises, et c'est ce qu'on appelle la concurrence parfaite, en tout cas telle qu'on la voit. Si maintenant vous considérez un duopole c'est quoi? Ça serait une situation dans laquelle deux entreprises se partagent 50% du marché, d'accord? Donc la moitié du marché, un demi chacun. Vous voyez, vous faites un demi au carré plus un demi au carré, ça vous fait un quart. Ça fait un demi, ça fait un quart pour chaque, un quart plus un quart, ça fait machin. D'accord. Donc ce que vous pouvez montrer, c'est que effectivement l'IHH est compris entre 1 sur n et 1, d'accord. Et plus il est grand, plus vous avez de concentration. Donc c'est une mesure de concentration qui s'applique en fait aux structures industrielles. Voilà. Donc j'ai fait ça, voilà, regardez, j'ai pris des exemples. Deux entreprises, c'est un duopole. Bon, le duopole n'est pas forcément 50%, 50%, il peut être inégalitaire, hein, 20% pour l'un, 80% pour l'autre. Et dans ce cas-là, vous voyez, évidemment, quand c'est 80% pour l'autre, ça veut dire que c'est davantage concentré, parce que vous avez une entreprise qui est plus grosse et vous tombez sur un IHH qui vaudra 0,68. Vous pouvez faire un triopole, etc. Vous pouvez le calculer. Si vous avez un tiers chacun, ben, ça fait 1 sur n. Donc c'est déjà quelque chose qu'on a vu. Hein. Donc là aussi, c'est 1 sur n, enfin, avec n égale 2. D'accord. Et là, c'est avec n égale 3. Et puis, si vous mettez des déséquilibres, vous trouvez autre chose. Dans tous les pays du monde, les autorités de la concurrence s'intéressent à cet indice pour mesurer le degré de concurrence, notamment pour donner l'aval ou non à des concentrations horizontales, c'est-à-dire à des fusions d'entreprises, à la fois au niveau européen. Il y a certaines fusions qui sont interdites parce qu'elles remettent en cause la concurrence, elles augmentent trop l'indice de... Elles augmentent trop l'indice de Herfindahl, la concentration industrielle, et donc elles sont refusées, et c'est pareil aux États-Unis. Donc voilà une mesure qui est souvent utilisée. J'ai arrêté là, on a fait une longue vidéo. Voilà, bah, on se retrouvera samedi prochain pour la dernière direction d'études, bien sûr. Et puis, je tâcherai dans cet intervalle de effectivement vous présenter une vidéo sur la construction d'un Gini dans un cas particulier. Voilà. Bah, je vous remercie et puis bah, je vous souhaite un bon week-end et à très bientôt.